même à l'étranger. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM. Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News, là-bas, il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. 93.5 Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Il y a des choses qui vous dérangent, des rumeurs qui alimentent vos pensées, des questions qui taraudent votre esprit et vous voulez réagir et donner votre point de vue sur un sujet d'actualité. Mais on a comme l'impression qu'ils viennent pour se servir. Parce qu'on ne peut pas savoir que dans une administration, vous allez être amené à débourser des sommes pour qu'on vous établisse un document administratif. Mais ça ne se comprend pas, ça. La carte professionnelle de presse est délivrée à la demande des professionnels de la communication audiovisuelle. Donc en fait, ici, ce n'est pas une obligation. Cela va de la volonté du communicateur à vouloir avoir avec lui la carte de presse. Donc en fait, elle ne doit pas être imposée à qui que ce soit. Donc si on impose à un communicateur cette carte de presse et que ceux qui ne l'auront pas seront peut-être mis à l'écart, ce serait une dictature du ministre. Je pense que ces choses-là vont toujours revenir parce que j'ai toujours dit ici, l'enfant du serpent reste le serpent et il est toujours venimeux. Vous avez toutes les institutions du pays dans les postes les plus stratégiques, que ce soit les ministres, que ce soit les DG, que ce soit la Cour constitutionnelle ou tout ce que vous voulez, organes et tout, qui sont de près ou de loin affiliés au PDG. La Tribune des auditeurs, c'est une libre antenne quotidienne qui vous permet de parler de tous les sujets qui vous turlupinent. On détourne l'argent. Ce monsieur qui détourne l'argent a détourné comment? Il a des complices. Il n'y a pas de directeur financier là-bas. Il n'y a pas de contrôleur financier, il n'y a rien. Donc il a détourné comme ça. Donc il n'y a pas de système de contrôle. C'est tout à fait normal. Même si quelqu'un va porter plainte, vous n'allez avoir aucune suite favorable. Puisque tout c'est une question de réseau. La Tribune des auditeurs, le mur des lamentations, tous les jours de 11h à 12h50 sur les antennes de Gabon News FM 93.5. Ogwe maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de Massou. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wallontain, tout le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte de l'Embarégny, Schwezer, c'est le ventre vide. Malgré le Mosumbu, le manioc de l'Angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré le Koumé, le pétrole de l'Angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré la banane, le poisson de la Nyanga, tout le monde a le ventre vide. Malgré le soukouté ou le mangoro comme de Livindo, tout le monde a le ventre vide.
Bonjour à tous et bienvenue à la tribune des auditeurs Le Mur de Lamentation avec l'équipe technique composée de Sergio et de Big C. Au micro, c'est Patrick. Je suis très très ravi d'être toujours des vôtres tous les jours pour vous ouvrir l'antenne et vous donner la possibilité de vous exprimer sur cette libre antenne. Le Mur des Lamentations, c'est l'émission qui vous donne la possibilité de parler des sujets qui vous turlupinent. Grâce à ce numéro de téléphone, le 066 21 91 16, vous avez la possibilité de nous appeler, bien sûr, et également de nous envoyer des messages, pourquoi pas via notre plateforme WhatsApp, le même numéro que vous connaissez. Il y a un auditeur déjà en ligne, on me fait signe. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Ce qui me turlupine, c'est l'homme aux oreilles qui écoute à la tête qui pense. Ce qui me turlupine, c'est que l'insécurité devient grandissante dans notre grand libreville. Et pourtant qu'il y a une police de plage, je crois, qui sont stationnés en face du lycée Léomba. Mais avant, hier, j'ai assisté à une scène où j'ai même dû intervenir, malheureusement, que les délinquants ont pris de l'avance. Il y a deux femmes, je crois, libanaises ou sinon marocaines qui faisaient du jogging là, à l'ancienne Maringa. Et du coup, moi, à bord de mon véhicule, en avançant, en plein milieu de chaussée, il y a 4, sinon 5 gars qui tentaient d'arracher à ces dames-là leur sacoche. Parce qu'elles avaient des sacoches autour de rien. Ils ont réussi à prendre une des sacoches. Malheureusement que l'autre, lui, était mon intervention, certainement qu'il prenait la deuxième. Parce que moi, en arrivant, je marquais un coup de frein brusque. Donc, avec le grincement des pneus, c'est là où les gars ont lâché les dames et puis ils se sont mis à courir du côté de la plage. Je crois que cela ne devait pas arriver parce qu'apparemment, il y a une police de plage au lycée Léomba. Ils devaient par contre faire des patrouilles à une certaine heure. Il était 16 heures pendant que j'y suis. Il était seulement 16 heures. Malheureusement que cette police de plage, je ne sais pas à quoi elle consiste. Ou bien ils sont là pour seulement rester statiques sur place. Et donc, du coup, ça devient intriguant et inquiétant. Si en plein jour, les gens peuvent se faire braquer de la sorte. C'était ma première intervention, je reviendrai. D'accord. Il faut comprendre la délicatesse de cette affaire parce que le bandit a toujours une légère avance sur le policier qui lui est en uniforme et donc le délinquant il n'est pas en uniforme et donc on ne peut pas imaginer, on ne peut pas prévoir sa réaction à l'instant où il opère. Donc lui il voit le policier et donc il a la possibilité de prendre toutes ses précautions. Et mais au terme de tout cela, je crois que on finit toujours par les rattraper quand même. 066 21 91 16. Problème d'insécurité, c'est le premier sujet qu'un auditeur a mis sur la table. Il y a un auditeur qui lui arrive également. Peut-être qu'il parlera d'insécurité également. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Monsieur Stan. Oui. Bonjour à Bixer, à l'ensemble des auditeurs. On vous écoute. Bon, je veux encore une fois percuter sur le sujet qui fait la une depuis déjà plusieurs mois, c'est-à-dire la Covid-19. Et aller toujours dans le sens que j'ai emprunté ici depuis le départ, celui qui consiste à mettre en doute tout ce que fait le gendarme de la santé mondiale. Hier et avant-hier, je disais ici que il faut que nous prenions les choses en main nous-mêmes et que nous fassions les choses par nous-mêmes sans attendre que la solution vienne de cette institution-là. Je crois que vous le savez, il y a une ou deux semaines, une étude publiée dans la revue de Lancet par des chercheurs, des médecins également, disait que la chloroquine et l'hydroxychloroquine étaient inappropriées dans le traitement de la Covid-19. Et qu'il fallait carrément que le traitement à base de ces produits-là soit interrompu. Le gouvernement français a suivi. Ils ont interrompu le traitement à base d'hydroxychloroquine. L'OMS également a interrompu toutes les recherches qu'elle avait déjà entreprises sur l'hydroxychloroquine et son efficacité sur ce virus-là. Sauf que
depuis quelques jours, il y a eu un rebondissement. Je pense 4 ou 5 jours. Les chercheurs qui avaient publié ces infos-là, ces travaux-là, se sont rétractés. Ils disent qu'ils ne peuvent plus assumer les résultats de leur publication parce qu'ils se sont rendus compte, malheureusement en retard, que les données qu'on avait mis à leur disposition sur à peu près 986 patients, les données qu'on avait mis à leur disposition étaient fausses. De fausses données, Monsieur Patrick. Ce qui est assez grave. Très, très grave. Donc aujourd'hui, la publication qu'ils ont mise à disposition du public et ses résultats sont à remettre en question. C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine n'a rien de nocif. Entre-temps, une institution aussi importante qui dispose de plus de 7000, je le rappelle, plus de 7000 chercheurs et médecins, tels que l'OMS, avait déjà pris des dispositions sans avoir vérifié quoi que ce soit sur la base d'une fausse publication. Vous vous rendez compte? Et c'est de cette institution-là que nous devons attendre les instructions. C'est de ce genre d'institution que nous devons attendre la sainte parole, en fait. Oui, mais vous en parlez, ce ne sont pas des plaisantins qui ont fait cette étude, ce sont des scientifiques également. Donc c'est un travail sérieux qui a été fait. La science évolue par falsification, vous le savez, monsieur. Les vérités d'aujourd'hui peuvent être remises en cause demain. Non. Il ne s'agit pas de ce genre d'évolution-là. C'est-à-dire que les données qui leur ont été transmises disaient par exemple, je vais prendre un exemple simple comme ça, que on avait par exemple, là où je travaille, à la polyclinique El Rafa, 100 patients dans les lits qui étaient en réanimation, mais finalement, vérification faite, on se rend compte que la capacité du service de réanimation est de 10 patients. Donc le sérieux même de ces chercheurs-là est à remettre en question parce qu'on vous remet des données, vous ne les vérifiez même pas, mais sur la base de ces données-là, vous publiez des travaux. Ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que leur travail n'a pas été fait avec sérieux. Et sur la base de ce travail-là, l'OMS aussi prend des dispositions sans vérification au préalable. Mais c'est quand même assez grave. Il ne s'agit pas ici de la dynamique de la science. Non, je suis désolé. Bon, on a bien vu il s'agit d'informations falsifiées. La France également a pris des dispositions. Mais bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Voilà, on peut comprendre que c'est un laboratoire sérieux qui a fait ces travaux-là. Non, ce n'est pas un laboratoire sérieux, monsieur Patrick. Je suis désolé. Ce n'est pas un laboratoire sérieux. Ce ne sont pas des journalistes qui ont fait ce travail, monsieur. Mais voilà, monsieur Patrick, là, ça remet en question le statut de certains. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est docteur ou professeur qu'on est sérieux. Ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on est forcément sérieux. Les erreurs peuvent arriver. La preuve, c'est qu'ils se sont rétractés et que aujourd'hui, moi, tout ce que je veux relever ici, oui. Bon, je vais d'abord laisser la parole aux autres et je vais revenir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Stan. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent aussi à peine. On parle des asymptomatiques qui ne seraient pas très, très dangereux dans ce qui concerne la transmission. On dit les personnes asymptomatiques ne transmettent pas le virus. C'est l'OMS qui nous l'apprend. C'est une observation qui a été faite en attendant que des études beaucoup plus poussées le démontrent. Mais ça pourrait changer beaucoup de choses. Puisque si les asymptomatiques ne transmettent pas le virus, alors là, je crois que c'est déjà le début d'une bonne nouvelle qui arrive comme ça dans cette lutte contre la propagation de la Covid-19. Il y a un auditeur qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour, M. Patrick. Qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, c'est Crépin Bina. Bon, je vais un peu aussi aller dans la même lancée que mon frère Stan que je salue. Déjà, bonjour aussi à l'ensemble des auditeurs. J'ai écouté un peu votre débat depuis 1 ou 2 minutes. Vous parlez d'une étude sérieuse, je crois, d'un journal là, de Lancet qui a mis à jour, je crois, les soucis de traitement de l'hydroxychloroquine. Vous parlez de ce journal-là, de cette entité-là. Alors, on se souvient que le Gabon ne s'était pas plié à ce travaux-là, n'avait pas suivi la décision qui avait été prise par l'OMS. Donc, vous comprenez que il y a une forme d'indépendance aussi du comité scientifique gabonais. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, quand vous parlez d'une étude sérieuse, moi je pense quand même que quand on fait une étude sérieuse et qu'on vient soumettre les résultats au vu au-dessus de tous dans le monde entier,
afin que les nations qui ont opté pour un traitement puissent arrêter cela parce que cela a des dommages sur la vie des patients. On ne se rétracte pas dans les jours qui suivent. Moi, je pense quand même que venant cette, et on a l'impression qu'avec l'appui d'un lobby qui sont venus, ils ont voulu venir détruire, et le travail avait déjà été fait en amont par certains médecins sur un peu l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Et puis l'OMS, comme pour habitude de dire Monsieur Stan, à qui je donne partiellement raison, on a l'impression que cette entité-là ne vient pas pour essayer de chercher des remèdes pour mettre un terme à cette pandémie, mais plutôt venir alarmer les nations, le monde entier. Quand le président de l'OMS vient nous dire que la pandémie de la COVID-19 est encore dans un état aujourd'hui, on va dire, catastrophique, alors que nous, on attend de l'OMS qu'elle nous soumette des projets, soit des vaccins ou des traitements qui vont améliorer l'état de santé de tous les patients. Moi, j'attends vraiment de l'OMS ce travail-là, au lieu de venir nous assister, nous donner des nouvelles qui ne nous réjouissent point. Et pour terminer, je vais aller très vite, excusez-moi, je suis passé. Je suis un peu surpris de la désenvolture avec laquelle la Société d'énergie du Flou et du Gabon fait son travail. Imaginez-vous un seul instant, M. Passé, qu'il y a cela quelques jours, je fais une avance donc partielle sur une facture d'eau qui était à 38 000 et quelques francs. Je fais une avance de 10 000 CFA. Il me restait 28 000 à payer. Je suis surpris ce matin en interrogeant mon compte, à partir de mon compte Airtel Monnaie, que je dois maintenant à nouveau 122 000 et quelques francs, alors que la facture initiale du mois en cours était déjà sortie. Moi, j'aimerais un peu comprendre comment ça s'est fait, alors qu'il n'y a pas de fric, le compteur d'eau n'est pas très loin de la maison, il n'y a pas de fric, il n'y a rien. Je ne distribue pas de l'eau à tout le quartier. Comment je peux consommer de l'eau en 5 jours de 80 000 francs? Il y a beaucoup d'auditeurs qui se plaignent également des mêmes choses. Est-ce que ce sont des erreurs de la part de la Société d'énergie et d'eau du Gabon? Il y a un auditeur qui nous appelle déjà au 066 21 91 16. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Ouais, c'est l'homme de Cocotier. Ouais, je voulais dire ce matin que l'OMS est une grande organisation. Et cette OMS aujourd'hui, moi je vous le dis, ne peut jamais commettre une erreur. Toute l'action de l'OMS est toujours préméditée. Ils font tout par préméditation, ils connaissent tout. Mais aujourd'hui, on me dit que l'OMS a fait l'erreur, il a parlé que l'hydroxyde qui n'est plus bon, tout ça là. Ils l'ont dit. Mais c'était pas une erreur. C'est-à-dire, à l'OMS aujourd'hui, normalement, ils voulaient dire que l'hydroxyde qui n'est pas bon pour que il fait sortir un médicament. Allô, non, il faut comprendre. Il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé. C'est une revue scientifique médicale hebdomadaire qui est britannique, qui a publié cette étude-là. Et donc, l'OMS, par précaution, a jugé utile de suspendre d'abord ce traitement parce que c'est quand même un journal sérieux. Ce n'est pas un journal qui a l'habitude de publier n'importe quoi. Donc on comprend très bien cette mesure précautionneuse qu'a voulu prendre l'OMS. Ce n'est pas l'OMS qui a fait cette étude. Ok, je comprends ce que vous avez dit. Mais comment l'institution comme l'OMS, va avaler quelque chose comme ça? Mais il y a des grands chercheurs, des grands scientifiques à l'OMS. Ils ne peuvent pas l'avaler. Bon, aujourd'hui, si l'OMS revient sur ça, c'est par rapport après ce que l'OMS a dit, mais qu'est-ce que les États-Unis ont envoyé l'hydroxychloroquine, au Brésil. Ils ont envoyé ça au Brésil. Quelques jours après, l'OMS revient pour dire non, c'est bon, tout ça. Donc, c'était, ce que je vois que c'était, quelque chose entre eux. Hein? C'est-à-dire, ils étaient pour vendre leurs médicaments, en fait, quoi. Hein? C'était pour vendre leurs médicaments, ils veulent supprimer l'hydroxychloroquine pour vendre leurs médicaments, mais à la fin, ils se sont plus entendus entre eux. La raison pour laquelle l'hydroxychloroquine est revenue. Donc c'est un peu ça, je reviendrai. 066 21 91 16, un auditeur nous appelle. Bonjour, allô? Oui, M. Patrick, c'est encore Stan. On vous écoute, M. Stan.
Ouais, moi je comprends parce que vous entendez par précaution prise par l'OMS. Vous êtes quand même au courant de la guerre qui... J'essaie de comprendre, hein. Je ne dis pas, je ne défends pas l'OMS. Vous allez vous faire mal. Non, vous allez vous faire mal à la tête. Vous aurez des céphalées si vous essayez de comprendre ces gens-là. N'essayez pas de comprendre l'incompréhensible. Monsieur Stan, à la place de cette organisation, quand même, lorsque une revue scientifique aussi sérieuse que le The Lancet publie une telle chose, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la précaution d'abord de retirer le médicament avant de voir la suite avec d'autres études. Je crois que c'est d'abord la mesure la plus... totalement d'accord. Non, monsieur Patrick, écoutez, je suis totalement d'accord avec l'homme de cocotier qui vient d'appeler, à qui je dis bonjour. L'OMS, vous savez, hein, monsieur Patrick, les gens qui gèrent ce monde-là ont la même mise sur tous les secteurs d'activité, les médias, la science, tout. C'est-à-dire que quand ils veulent faire passer une information, ils veulent faire passer quelque chose, ils vont toucher les médias, qui vont faire passer l'information, ils vont même toucher le monde scientifique, parce que dans le monde scientifique, ils ont aussi des affidés, monsieur Patrick. Vous ne pouvez pas me dire qu'une revue, comme vous dites, aussi sérieuse que The Lancet, n'a pas aussi pris des précautions pour s'assurer que l'étude menée était sans tâche. Vous ne pouvez pas. Là, aujourd'hui, on a le droit de remettre en question le sérieux de la revue, mais également des scientifiques, et aussi de l'OMS. De l'OMS, je suis désolé. Vous ne pouvez pas, en ces temps aussi délicats, faire des erreurs pareilles. Quand on sait que depuis à peu près 5-6 mois, l'OMS ne fait qu'enchaîner les erreurs. Aujourd'hui, la responsable des maladies émergentes et des zoonoses de l'OMS nous dit que les asymptomatiques ne transmettent pas la maladie. Quasiment pas. On a le droit de se poser la question pour revenir quelque peu sur le cas du Gabon. Comment les chiffres ne font que monter de façon exponentielle comme ça si le copine nous a dit que 80% des malades chez nous sont asymptomatiques. Qui contamine alors? Les 20% là, ce sont eux qui font monter les chiffres comme ça. Attention, ce que vous dites, c'est encore reste à vérifier, hein, parce que ça reste une observation. Ce n'est pas moi qui ai parlé, monsieur Patrick. C'est la responsable de l'OMS, chef des maladies émergentes et des zoonoses. Elle a fait part d'une observation. C'est une observation qu'elle fait. Maintenant, il y a des études qui vont être menées pour confirmer ou infirmer. Attendez, monsieur Patrick, vous savez, quand un tel responsable vient devant les médias donner une telle information, elle ne vient pas faire des affirmations gratuites. Ce ne sont pas des affirmations gratuites. Et je ne pense pas que cette observation se base seulement sur des observations qu'elle a faites, des observations non empiriques. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est sur la base des données dont elle dispose. Voilà. Il y a des données. Voilà, des données empiriques. Voilà. Maintenant, il faudra pousser, aller encore un peu plus en profondeur pour avant d'affirmer. Vous savez, on est dans un flou. Enfin, je laisse la place aux autres. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Stan. 066 21 91 16. On nous dit qu'il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, alors bonjour, c'est Patrick. Bonjour, madame Laure d'Akanda. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ce qui me turlupine ce matin, premièrement, c'est la communication du ministre de l'Intérieur hier. Disons qu'ils sont en train de voter une loi pour l'identification individuelle de tous les Gabonais, de toutes personnes vivant sur le territoire gabonais. Donc, moi, je voulais un peu m'exprimer par rapport à ça parce que je ne vois pas la raison pour laquelle on voterait une loi pour attribuer à tout individu sur le territoire un numéro d'identification. C'est juste que lorsque tu nais, tu as un acte de naissance. Lorsque tu deviens un citoyen majeur, tu as une carte d'identité. Alors, ce numéro d'identification-là servira à quoi? On a des problèmes bien plus sérieux que depuis là, on essaie de créer sur le territoire et même par le biais de notre émission. Les Gabonais aujourd'hui, pour s'identifier, ils présentent
ce qu'on appelle le récépissé. Pourquoi ne pas d'abord résoudre ce problème afin que tout Gabonais ayant l'âge adulte ait sa pièce d'identité? Pourquoi ne pas d'abord résoudre tous les problèmes que l'on ne cesse de venir créer ici? La dernière fois, M. Henry disait que la plupart des sujets qu'on évoque, même sur le mur de lamentation, ce sont des sujets qui font appel au ministère de l'Intérieur. Alors, leur histoire d'identification, de numéro d'identification pour chaque individu, il faudrait quand même qu'ils nous disent quel est l'objectif qui est réellement poursuivi derrière cette opération qu'ils veulent mener, afin que nous, les Gabonais, on comprenne. Parce que venir dire comme ça aux médias que voilà, ils sont en train de voter une loi pour identifier, pour que chaque Gabonais, chaque individu ait un numéro d'identification. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir chosifier les gens, ou bien, je ne sais pas, si c'est la fameuse marche vers le nouvel ordre mondial, mais qu'on nous donne vraiment les véritables raisons et qu'on essaye de comprendre. Parce que franchement, ça c'est incompréhensible. Vu qu'il y a tellement de problèmes de territoire, des problèmes d'intérieur qu'on essaie de créer et qui ne sont pas encore résolus. Voilà. C'est ça à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup, Madame Laure Dakanda. Quelqu'un est pressé d'intervenir. Allô? Oui, monsieur Patrick. Bonjour. Vous m'écoutez là? Allô? Oui, allô? Vous m'écoutez? Très bien, c'est monsieur Jean-Narcisse, je crois. Oui, c'est monsieur Jean-Narcisse. Il paraît que plus rien ne turlupine monsieur Jean-Narcisse depuis qu'il a fait son association a eu des faveurs de la fondation Sylvia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui dire merci. Là, je reviens de Mbolo. Je suis en train d'observer comment les choses se passent sur le terrain. Et les mesures barrières sont respectées. Là, je suis dans un transport en train de sortir. Je respecte bien les mesures barrières. Ça ne veut pas dire que lorsque je dis merci à une autorité quelconque, plus rien ne me turlupine. Il y a beaucoup de sujets qui turlupinent, tous les Gabonais, moi y compris. La route de Milancy, elle n'est pas encore revêtue. Ça, c'est quelque chose qui me turlupine. Et j'attire toujours l'attention des plus hautes autorités de ce pays, surtout ceux qui sont en charge de la construction, qu'ils revoient un peu les voies secondaires du Grand Libreville, parce que les Gabonais sont en train de souffrir. Hein? Comment on peut marcher dans la boue à Libreville? On circule dans la boue à Libreville, dans le Grand Libreville, même vous-même. Ça ne veut pas dire que si je dis merci à une autorité ici, que plus rien ne me turlupine. Donc, allô? Jean-Narcisse est parti sans prévenir. Un auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Oui, c'est le Mbina qui revient, M. Patrick. On vous écoute, M. Mbina. Oui, bonjour encore à Jean-Narcisse. Nous nous réjouissons qu'il ait trouvé en partie une solution au problème qui l'envahissait, notamment à l'occurrence par l'association... Vous pouvez parler un peu plus fort, M. Mbina. Oui, par l'association de Mme Sylvia Bongo-Nima, vous m'entendez mieux? Voilà. Et moi, ce qui me dérange là-dedans, dans cette affaire, c'est que moi, M. Jean-Narcisse, ne peut-il pas voir que ça fait mal aux Gabonais de croire qu'une association a des moyens financiers plus importants qu'un gouvernement de la République? Parce que moi, je pose bien la question de savoir d'où viennent les provisions, donc l'argent, le capital que la Fondation Sylvia Bongo-Onima puisse faire des multiples noms dans le Gabon tout entier. Parce que ce n'est pas la première fois que cette association se signale par des dons faramineux ou encore d'autres associations. On a vu d'autres, on a vu la GEV qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, ou si elle peut-être cachée sous une autre appellation. Alors, moi, je crois quand même que quand les Gabonais vont aux urnes, c'est pour élire le président de la République et celui qui nomme un gouvernement. Et ce gouvernement est là en place pour trouver des solutions aux problèmes de la population. Alors, à quoi maintenant que le gouvernement, ou que les mêmes ministres qui constituent le gouvernement, et puissent trouver des solutions étant dans ce gouvernement, et puissent trouver des solutions étant dans les associations, ça ne se
comprends pas. Donc, nous, la preuve et les interpellations des uns et des autres ici, que M. Jean-Narcisse, ce qu'on vous a donné, au fait, ce n'est pas un don. On vous a juste restitué ce qui vous a été détourné. Merci, je reviens. D'accord. 066 21 91 16. On s'interroge sur l'action de certains syndicats pilotés pourtant par des personnes qui sont aux affaires. Comment expliquer tout cela? Il y a un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Patrick. Allô? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ouais, bonjour à monsieur Crépin-Dina et à l'ensemble des auditeurs. Bon, moi, je veux juste venir enchérir ce que disait monsieur Stan tout à l'heure. Moi, j'ai toujours dit, dans mes fondamentaux, je disais toujours que le Covid n'est pas vraiment un danger pour le Gabon. Parce que le problème en est que, faisons une observation toute simple. Depuis que le Covid est arrivé, nous sommes à combien de morts? Est-ce qu'avant, on ne mourait pas? Est-ce qu'avant, il n'y avait pas d'autres causes de mortalité de Covid? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on met tout que sur Covid? Donc, moi, je suis d'accord avec ce que dit M. Stan. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous rabâcher les oreilles avec un problème qui n'a ni tête ni queue, alors que des pistes de solutions sont déjà proposées ailleurs. Au Gabon, on a déjà une piste de solution. Moi, à Madagascar, il y a des pistes de solutions. D'où il a cité certains pays, je ne sais pas. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne se jette pas vers ce monde-là pour trouver déjà des médicaments pour soigner déjà ceux qui sont malades? Voilà un peu une incompréhension que M. Stan soulève ici, et je suis tout à fait d'accord. Donc voilà un peu, je viens réenchérir ce que disait M. Stan. Ok, moi je suis à l'écoute. D'accord, restez à l'écoute bien sûr. 066 21 91 16, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Patricia de Chantier Moderne. Patricia depuis les Chantiers Modernes, on vous écoute, qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, moi ce qui me turlupine, c'est la situation qu'on vit en ce moment, quoi. On n'arrive plus à s'en sortir, je ne sais pas ce que l'État pense, quoi. Moi, je veux juste qu'il nous libère. Moi, je suis élève en classe de terminale, en jeune là. Nous sommes tous des sons. On n'arrive pas à résoudre le problème là depuis. Mais, en fait... on a perdu Patricia, on espère qu'elle reviendra. Ça semblait très très important ce qu'elle avait à nous dire. Patricia a insisté, revenez-nous juste après cet auditeur peut-être. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur l'homme de Chibanga. Vraiment, monsieur Patrick, je vous appelle parce que, à la suite même de cette dame qui a appelé là et que ça a coupé, moi, je souhaite interpeller le gouvernement parce que la situation qui nous attend d'ici la fin de cette année, si on ne prend pas des mesures vraiment fortes, la casse va être terrible. Quand je parle de casse, c'est toutes ces entreprises aujourd'hui qui soit tournent au ralenti, soit ne tournent presque pas du tout. Presque pas du tout, monsieur Patrick. Il ne faut pas qu'on se leurre en se disant tant que les fonctionnaires sont payés, la vie ça va, mais les fonctionnaires aussi sont payés sur la base des impôts qu'ils collectent chaque fin du mois. Et si on se retrouve avec des sociétés qui n'arrivent pas à honorer leurs échéances fiscales et sociales, à la fin, monsieur Patrick, la fin, FAIM, va nous tuer. La fin va nous amener le désordre, monsieur Patrick. Aujourd'hui, à cause du couvre-feu, le taux de fréquentation des magasins a beaucoup baissé. Beaucoup, monsieur Patrick. Un magasin qui ouvre à 7 heures et qui ferme à midi, il a vendu quoi? Lorsque les gens vont s'asseoir à 10, 20, 30 sous une tente devant une banque et que vous restez 3 heures assis sur une chaise pour aller faire un retrait, vous ne travaillez plus? Tout ça, c'est du manque à gagner. Moi, j'ai extrêmement peur, monsieur Patrick. J'ai extrêmement peur. J'ai peur parce que quand on voit les solutions qu'on nous apporte, toutes les PME, là, toutes les TPE, là, toutes les entreprises là, qui n'ont pas de trésorerie solide, elles vont mourir. Et si elles meurent, ça va être le chômage partout. Et s'il y a le chômage, ça va être des braquages, ça va être des émeutes. Mon Dieu, me réfléchissez. On n'est pas obligé de se redire au gouvernement. Personne n'est allé à l'école pour devenir ministre. On vous nomme, vous ne pouvez pas, vous laissez. Moi, je vous parle en tant qu'opérateur économique. Aujourd'hui, monsieur Patrick, depuis le mois de janvier, j'ai peur de recruter. Je refuse même de recruter. Je préfère que certains magasins soient fermés plutôt que de recruter. Parce que quand vous recrutez quelqu'un, monsieur Patrick, au-delà de son salaire, c'est des charges fiscales et sociales. Et lorsque vous ne payez pas ça à la CNSS, lorsque vous ne payez pas ça au niveau des impôts, ça vous retombe
L'État n'a qu'à instituer une amnistie fiscale pour dire à tout le monde, venez vous faire régulariser, on remet la balle au sol, et à partir de ce moment, celui qui n'est pas dans les clous, ben, on tape dessus. C'est plus ou moins ce que l'Italie est en train de faire. Mais nous, on veut mourir. Bonne journée, M. Patrick. Merci pour cette brillante intervention, monsieur l'homme de Tchibanga. 066 21 91 16. Un auditeur nous appelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. On vous écoute, monsieur Yi. Merci beaucoup. Monsieur l'homme de Tchibanga, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce couvre-feu favoriserait déjà, encourage, motive déjà même l'insécurité dans les quartiers. Les bas quartiers, monsieur Patrick, faites le tour à partir de 18h, 19h30. Comment les jeunes vivent en ce moment? Ils se lancent maintenant dans les jeux comme le poker, certains fument le sang, les petites filles prennent maintenant la sexualité comme étant un jeu, quoi, de divertissement. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Et ça, c'est ce couvre-feu et ce confinement vraiment qui est à l'origine de tout ça. Les enfants ne savent plus quoi faire en longueur de journée. Ils traînent dans les quartiers en longueur de journée. Ils ne font absolument rien. Ils ne font absolument rien. Si on ne peut pas trouver des solutions sur cette histoire de Covid-19, sur lequel même l'OMS s'embrouille, même qu'on déconfine, qu'on laisse les enfants partir à l'école et nous reprendre vraiment nos activités. Pourquoi bloquer les gens, M. Patrick? Pourquoi bloquer? Pourquoi bloquer? Et tous les jours, les cas augmentent. Les cas augmentent. Le couvre-feu comme si le virus ne tournait pas la nuit. La journée, le virus tourne. La nuit, il ne circule pas. Mais c'est pas possible. Qu'il déconfine vraiment. Vivement qu'il déconfine, on veut reprendre notre vie normale. Monsieur Patrick, je vais chuter en disant, monsieur l'homme de l'hôpital, monsieur Diallo. Depuis lundi, je l'écoute. Je le suis très bien. Monsieur Diallo, le même problème, les mêmes mots, les mêmes problèmes qu'il y a au Gabon sont les mêmes qu'il y a ailleurs. Voire même pire que ça. Mais je ne serai jamais d'accord avec vous lorsque vous venez insulter les Gabonais ici. Vous l'avez fait lundi, je vous ai écouté. Personne n'a fait attention. Lorsque vous avez demandé pourquoi tous les Gabonais veulent travailler soit à la police ou à la mairie. Nous avons encaissé. Hier, c'était le Gabon entier que vous avez insulté en disant, ça c'est quel pays? Mais c'est le pays que vous avez accepté de venir vivre depuis 35 ans. Vous dites que vous êtes au Gabon depuis 1980. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Ça fait 35 ans. C'est ce pays que vous avez choisi. Et nous, on essaie de lutter contre ce système. Si aujourd'hui, on continue de tuer les Noirs avec un coup de genou au cou, c'est parce que les pays africains ne veulent pas se développer. Et il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Les mêmes problèmes que vous avez fui votre pays, ce sont les mêmes problèmes que vous êtes venus retrouver au Gabon. Et c'est ce que nous aussi on combat ici. C'est ce qu'on combat ici au Gabon. Vraiment de grâce, lorsque vous prenez la parole, faites beaucoup attention. Hier, j'ai fait un tour dans votre café. Si aujourd'hui on demande de venir vous contrôler, votre café est dans un état insalubre, vous n'avez pas de toilette. Vous n'avez pas de toilette. Moi, j'ai mené des enquêtes. Lorsque vous appelez, je suis tombé là-bas, j'amène des éléments. J'ai dit, on peut un peu visiter. C'est fermé, mais vraiment, si on applique vraiment la loi, c'est une cafette qui doit même vraiment être fermée. Qu'on doit normalement fermer. Merci beaucoup, M. Patrick. Je reviendrai. Merci beaucoup, monsieur Eyi. Le gouvernement a-t-il mesuré les conséquences de ces mesures qui sont en vigueur actuellement et qui paralysent l'activité économique et continuent de restreindre les libertés individuelles? Il y a un auditeur qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Diminuez le volume de votre radio. Ok, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. C'est Mborobila Premier. Oui, bon, ce qui me turpine aujourd'hui, c'est un peu ce que le coronavirus a fait de ce pays. Monsieur Patrick, à la fin de cette histoire, il y a des gens qui vont ouvrir des épiceries à partir de cette banque alimentaire-là. Aujourd'hui, la seule chose qui fonctionne, c'est la gratuité du transport. Où sont passés les kits? On n'en parle plus. Où sont passés les bons? On n'en parle plus. Et on a un Premier ministre, comme d'habitude, est en train de distraire la population. Comment est-ce qu'un Premier ministre peut passer à la télévision, devant l'Assemblée nationale, dire que son équipe a été incompétente et que lui-même est incompétent?
et après demander un vote de soutien. Et comme les députés, c'est des androïdes programmés pour ça, on va voter pour que le Premier ministre continue à diriger ce pays, pour que sa politique continue. Mais M. Patrick, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a un véritable problème. Et on ne se pose pas les questions de fond. M. Patrick, un jour où je vous ai envoyé un message à l'émission en disant que le passeport gabonais coûte 45 000 francs. 5 000 francs vont au trésor. 40 000 francs vont à la présidence de la République. Cette information, vous l'avez battue en brèche. Mais, Monsieur Patrick, pourquoi le FEDOC est rattaché directement à la présidence? Donc, c'est ce genre de questions que le Gabonais doit se poser. Il y a un auditeur qui intervient en général en parlant de la politique sur cette antenne. Mais Monsieur Patrick, c'est la politique qui dirige tout. C'est le politique qui décide des lois dans votre pays, qui décide de la nourriture qui doit rentrer, qui décide de la date des examens et tout. C'est la politique qui décide de tout, Monsieur Patrick. Bon, je suis un peu à l'écoute quand même. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui est déjà là. Est-ce qu'il il est parti? Non, il est là. On va le prendre. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Patrick. Bonjour. Je parlais de ceux qui me soutiennent au Gabon. Et ici, aujourd'hui, on a eu un institut, on a créé une activité qui permet aux Gabonais de vivre, de rendre une cantine par Internet. Le gouvernement a été contre ça. Ils ont aboli ça. Il n'est pas normal. Je dis, aujourd'hui, on est en crise de virus coronavirus. Et le gouvernement ne prend pas soin de la situation. Et moi, c'est l'homme d'Orient. Moi, je dis, moi, je ne suis pas d'accord. Que le gouvernement prenne ces mesures pour assumer la révolte des Gabonais. Je reviendrai. 066 21 421 16. Il y a un auditeur qui a tenté de nous appeler tout à l'heure. Il est parti. Un auditeur nous envoie un message. Mais avant de lire ce message, nous allons prendre cet auditeur qui est en ligne. Bonjour. Allô. Allô. Ah. Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Je suis Biati. Ce qui me tire les pines, je voulais un peu parler de ce qui se passe au niveau du Gabon à partir avec le corona. Allô. Intervenez, on vous écoute, monsieur. On ne va pas parler en même temps. Aujourd'hui, nous ne parlons que du corona. Mais nous ne parlons pas de l'école. Est-ce que les enfants vont aller à l'école? L'année-là, ils vont terminer ou pas? On ne sait pas. Aujourd'hui, nous avons ils ont arrêté que les gens puissent avoir les activités. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des quartiers là où aujourd'hui n'ont pas de bons. Beaucoup n'ont pas eu de ces bons là dans l'hypothèse. Il y en a qui ne savent même pas comment faire pour manger. C'est sa famille, qui nourrit la famille et les enfants. Mais ils sont toujours en train de dire le corona. Le corona ne veut pas faire. C'est une maladie qui ne tue pas. Bien avant le corona, les gens mourent au Gabon. Aujourd'hui, on peut libérer les gens pour que les gens puissent aller exercer le travail. Et pourquoi pas prolonger l'heure au moins de passer de 14h à 18h ou 22h. Le confinement qu'ils mettent aux gens à la population. Ils imposent, parce que moi, ça peut imposer la population. Et comme on a habitué au Gabon, accepter tout ce qu'ils prennent comme décision, on est obligé de le faire. On ne peut rien y faire. Donc, peut-être que j'avais un peu, je reviendrai. D'accord, merci beaucoup. 066 21 421 16, c'est le numéro qui vous permet de réagir. Allô? Allô, bonjour monsieur Patrick. Bonjour monsieur Diallo. Oui, c'est monsieur Diallo. Bon, j'ai entendu un auditeur qui est en train de m'attaquer là. Moi, je parle de mes problèmes. Je suis à la maison, ça fait 3 mois, 15 jours, je n'ouvre pas ma cafette. C'est pas moi seul qui est au Libreville ici là. Et tous les cafés sont fermés. Moi, je parle de mes problèmes. Je ne parle pas des problèmes de quelqu'un. C'est ce que j'ai vécu au Gabon, c'est que je parle. Je connais tous les Africains, on a des problèmes. Mais moi, je parle de mes problèmes. Ce qui me turlupine dans mon cœur depuis que je suis venu au Gabon. Je ne suis pas contre quelqu'un. Moi, je parle de la mairie. Je parle de la mairie. Il faut que je parle de la mairie. C'est ça qui m'embête tous les jours dans ma cafette. Il y a plus de 20 personnes qui viennent s'arrêter devant moi. C'est la mairie. Chaque seconde. Si on ouvre à 9h, le premier client, c'est la mairie.
Il faut que l'État nous trouve une solution, le papier qu'on doit payer par mois, ou bien par 3 mois, ou bien par 1 an. C'est ça que j'ai en train de parler. D'accord. Alors, monsieur Diallo. Oui. Vous voulez être fixé sur les documents qu'il faut fournir pour exercer en toute tranquillité, parce que vous constatez qu'il y a tout le temps de nouveaux documents qu'on vous demande et vous ne vous en sortez plus. Voilà, c'est ça que j'ai en train de parler. Je ne suis pas contre l'État gabonais. Même chez moi en Guinée, c'est comme ça. Il faut que l'État nous donne le papier qu'on doit payer par 3 mois ou bien si c'est par 1 an qu'on doit payer. Voilà le papier. Tout le monde connaît le papier. Mais il y a plus de 10 groupes ou bien 20 groupes qui viennent t'embêter tous les jours. Le fin de mois, tu n'arrives même pas à nourrir ta famille. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer, le courant, l'eau. Vraiment, c'est difficile à vivre. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Il ne faut pas qu'il m'embête. C'est lui qui a parlé de suite là, il n'a qu'à arrêter de parler de ça. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je parle de ce qui m'occupe. Depuis que je suis venu au Gabon, c'est la même chose. Moi aussi, je suis africaine. On a créé l'unité africaine, pourquoi? On n'est pas des Européens ou bien des Libanais ou quoi là. Vraiment, c'est difficile à vivre. Moi, je parle de mes problèmes, M. Patrick. Je vous remercie. Je suis en écoute. Voilà, merci beaucoup. On peut peut-être résumer ce que dit Monsieur Diallo, parce qu'on comprend bien qu'il n'a pas la même aisance que Monsieur Eyi dans la langue française. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on avait constaté avec les taximans. Justement, vous vous souvenez, il y a quelques mois, certains taximans disaient qu'il faudrait qu'on nous dise exactement ce qu'il faut pour exercer en toute liberté, pour ne plus être embêté par la police, par exemple, pour ne plus que la mairie nous embête. Qu'est-ce qu'il faut faire? On rend public un certain nombre de documents. On dit, pour exercer dans le domaine, par exemple, du transport, il faut avoir tel document, tel et tel. Au moins, tout le monde est fixé. Dès qu'on a ces documents, on circule sans être embêté par qui que ce soit. Or, beaucoup de commerçants constatent que un coup, on vous dit il faut ceci, après un autre document apparaît, il y a comme une anarchie, un désordre dans tout cela. On a l'impression que dans l'administration, il y a certains qui profitent, n'est-ce pas, de leur position pour créer des taxes qui n'existent même pas officiellement. Et ça dérange énormément les commerçants qui veulent juste savoir quels sont officiellement les documents qu'il faut fournir afin d'exercer en toute tranquillité. Or, ça n'a jamais été rendu public. Au moins, si tout le monde est informé qu'il faut 3 documents, ben on fournit les 3 documents et c'est tout. On exerce tranquillement toute l'année. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Bonjour. Monsieur Faté, bonjour toujours. Rebonjour, c'est toujours l'homme de cocotier. Qu'est-ce qui vous retire le plus? Ok. J'ai dit, moi, je l'ai dit la fois dernière, c'est que je ne suis pas fan de quelqu'un, je suis fan de la vérité. Donc, la peine de fixer vraiment le prix à ces commerçants, il faut le faire. Si c'est 200 000 ou bien 300 000 par an, ils doivent savoir que bon, si je paye ces 300 000, il n'y a personne qui viendra me déranger. Parce que moi j'ai été témoin et j'ai été victime. Hein? C'est-à-dire, un moment, j'avais décidé de faire le commerce, mais j'ai fui, je ne pouvais plus. Parce que la mairie m'a tout ramassé. Depuis le jour-là, j'ai juré de ne plus faire le commerce. De laisser les commerçants faire leur commerce. Il y a tout le dérangement de la mairie. S'il faut fixer un papier, certains papiers, et la somme à payer, il faut les fixer. C'est mieux pour tout le monde. Parce qu'il y a des mairies fantômes. Moi, je vous dis la vérité. Je ne sais pas là où ils trouvent les badges. Il y a d'autres qui peuvent prendre le frais, peut-être un gendarme devant et deux ou 3 gars de la mairie. Après, ils vont chercher peut-être qui ont les badges, bien sûr. Après, ils vont chercher quelques jeunes du quartier, ils vont leur mettre le gilet et ils commencent à faire le désordre. Devant moi, il y a un jeune de la mairie qui a cassé la bouteille. Ce qui veut dire que c'est un bangano, ce n'est pas quelqu'un vraiment c'est pas un monsieur. Donc, il y a tous les désordres, surtout dans la mairie. Donc, il faut recadrer cela. Si c'est 500 000 que les gens doivent payer, il n'y a pas de problème. Après, ils vont dire que les Gabonais ne travaillent pas. Comment les Gabonais vont travailler si un Gabonais il a essayé d'en faire ou bien de faire le commerce, il voit que non, là, il y a le problème dedans, il va fuir. Donc, c'est un peu ça. Il faut alléger la tâche à tout le monde. Merci, je reviens. Voilà.
il y a tellement il y a trop de parafiscalité, surtout dans le domaine du commerce. Il y a trop de choses qui sont floues. La solution serait de publier officiellement tous les documents qui sont nécessaires pour ouvrir un commerce. Et lorsqu'on a ces documents, on ne nous demande plus rien d'autre, plus rien en dessus, plus rien en dessous, pour éviter ce genre de malentendu. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, monsieur Patrick, c'est encore Mbourabila pour mieux. Monsieur Mbourabila, on vous écoute. Oui, je voulais parler de l'affaire toujours de coronavirus. Monsieur Patrick, on vit dans un état voyou. Rendez-vous compte que le gouvernement fait dans du compte scandale. L'affaire du Kevazingo, à quel niveau? L'argent détourné par Brice Lacroix Chalianga et sa bande, à quel niveau? Cet argent pourrait servir pour régler un tas de problèmes que le Gabon a. On parle aujourd'hui du raquettage, les policiers raquettent par-ci, les policiers raquettent par-là. Moi, je suis contre le raquettage, hein. Je suis vraiment contre. Mais si le policier envoie cet argent, si le policier signe des contraventions et envoie ça au trésor public, les politiques vont détourner cet argent. Mais le policier, sachant ça, qu'est-ce qu'il fait? Mais il prélève à la source. Et c'est comme ça que le politique contrôle tout. Donc le policier, il veut sa part. Je suis contre le raquettage, je le dis bien. Je suis contre le raquettage. Mais les policiers savent. Alors, mais on le dit également quand on parle du racket, quand on encourage, je veux dire, le taximan lui-même, n'encourage-t-il pas l'agent qui est en face de lui en donnant? Parce que s'il ne donne pas, qu'est-ce qui va se passer réellement? Ah, l'auditeur est parti. Voilà. Est-ce que les commerçants également sont obligés de donner, Monsieur Diallo, par exemple, quand vous voyez tous ces contrôles-là, toutes ces taxes on vous impose, est-ce que vous êtes obligé de donner ou qu'est-ce qui se passe si vous ne donnez pas? Un auditeur au bout du fil. Allô, monsieur Patrick. Oui, monsieur. Oui, je vous ai appelé tout de suite. Si vous voulez, vous envoyez vos journalistes ou je sais pas qui, vos collègues. Moi, là, je suis en train d'aller à Bati Plus. Bati Plus, au moment où je vous parle, est fermé. Et vient d'être fermé par les agents de force de l'ordre. Ils demandent de tout fermer. Ils sont en train de tout fermer dans la zone. Vous imaginez, monsieur Patrick, il est 11h45. Un magasin comme Bati Plus, je vais vous dire, vous savez combien Bati Plus collecte en TVA par jour? Vous savez combien Bati Plus, en temps normal, quand ça tourne bien, ils vendent des matériaux de bâtiment. Vous savez, en temps normal, combien ils collectent en TVA par jour qui peut être reversé à l'État pour que l'État paye les fonctionnaires? Est-ce que le ministre de l'économie et des finances est venu nous voir, nous a dit quelle est la première recette fiscale de ce pays-là? Mais monsieur Patrick, on s'amuse avec la vie. Les mêmes policiers d'autres qu'on envoie fermer les magasins, après il faut payer ces policiers-là. On va les payer avec quoi? Avec le manioc? Mais monsieur Patrick, libérez les gens. Libérez les gens, quand je libère les gens, moi je parle, le gouvernement, libérez les gens. Monsieur Patrick, je vous dis, Matériaux Réunis, fermé. Bati Plus, fermé. C'est comme équipe, ils sont en train de fermer. Mais monsieur Patrick, retenez une chose, c'est pas moi qui ai dit ça, ce sont les Blancs. Quand le bâtiment va, tout va. Et quand le bâtiment tombe, tout tombe. On est en danger, monsieur Patrick. Oh. Voilà. Les mesures gouvernementales vont obérer fortement sur l'économie gabonaise. C'est en tout cas ce que beaucoup disent dans l'opinion. Le gouvernement a bien conscience de tout cela et on va peut-être attendre que des décisions soient prises dans quelques jours. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô, bonjour. Bonsoir Patrick. Allô? Allô, bonjour. Qui est à l'appareil? C'est toujours Monsieur Diallo, non? Non, c'est pas Diallo, c'est son frère. D'accord, on vous écoute. Sinon, le chose là, ça ne peut pas finir. L'histoire de raquettage là, ça ne peut jamais finir ici. Oui. Ce que Diallo a dit, c'est la vérité. Mais vous qui donnez, est-ce que vous n'encouragez pas aussi cette affaire-là, le problème que vous dénoncez? On n'encourage rien de tout. Mais parce que vous donnez. C'est toi, il vient avec les forces de l'ordre, il est plus fort que toi. Toi-même, tu es obligé de donner ce qu'il veut. Hein?
contrôle tous les jours. Que si ça commence le matin jusqu'au que tu vas fermer, tu vas plus de 20 groupes ou bien 30 groupes. Ça, c'est normal, ça. Il y a seulement ici que ça existe. Nous, on a voyagé partout. On a fait le Congo, on a fait le Cameroun, partout. On n'a jamais vu ça. Ce qui se passe ici, il y a seulement que ici. Quelqu'un, il quitte chez lui, il vient ici, c'est toi. Il paye tous les droits. On ne le laisse pas tranquille. En tout cas, c'est terrible. On n'a jamais vu ça. Parmi nous, il y a les gens même qui sont mariés, les Gabonais et tout ça là. On a les enfants ici et tout ça là. Mais avec tout ça là, on ne nous respecte pas. Mais qu'est-ce que ces gens-là veulent maintenant? On est fatigué de tout ça là. Nous, on a vu 20 contrôles par jour. En tout cas, j'ai fini de parler. Voilà. Il y a trop de services également qui sont engagés dans les contrôles. Ça devient compliqué pour beaucoup d'opérateurs économiques. Alors, on se demande pourquoi la même mairie ne procède pas de cette façon avec d'autres magasins, par exemple les grands magasins de la capitale. Pourquoi on ne le constate pas là-bas? Pourquoi plutôt dans les quartiers? C'est plutôt dans les quartiers qu'on voit ces genres de pratiques. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. C'est le Sénégalais gabonais. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ce qui me turlupine, parce que moi je pense quand même que nos frères ils abusent. Il ne faut pas dire que ce sont les commerçants, monsieur Patrick. Moi je suis tout le temps en contact avec ces frères boutiquiers là, monsieur Patrick. Ils abusent. Même M. Diallo, peut-être qu'il fait un peu faible, il fait un peu preuve de faiblesse, parce qu'on va venir à chaque fois chez toi aussi, te prendre des sommes exorbitantes, 50 000, 100 000 francs. Hein? Il faudrait qu'il commence à se battre avec ces gens-là, c'est-à-dire qu'il essaie de se discuter avec eux, d'échanger sérieusement. Parce que moi, je m'en vois, là, ils viennent tout le temps presque chez lui, mais il se bat avec lui. C'est des 2 000 francs, des 3 000 francs qu'ils prennent, parce que c'est des rigolos. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez par se battre? Qu'est-ce que vous proposez là? Parce que non, quand je dis se battre, c'est-à-dire que trouver des stratégies en tout cas des stratégies pour le montrer qu'on n'est pas perdu. Parce que c'est de là où ça se joue. On va prendre le cas de M. Diallo. Il parle des forces de sécurité qui arrivent, des personnes en uniforme qui arrivent dans le magasin en compagnie des agents comme il dit, de la mairie. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire finalement? Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais quand même aussi, moi je pense que les peuples, hein, ces frères qui sont à côté des Gabonais comme lui, hein, ils doivent l'aider, M. Patrick. Parce qu'en fait, c'est pas normal. C'est eux qui, ça va jouer sur le coût le coût de la marchandise maintenant, sur la vente. Ils abusent, M. Patrick. Souvent, même si vous voyez, c'est pas même les patrons qui envoient ces gens-là. Une fois, je me suis mis à Yaï, il y avait la mairie, les agents de la mairie qui sont venus raqueter les commerçants là qui sont au bord de la route. Il y a un monsieur qui avait un gros VX. Il a garé la voiture, il a baissé la vitre. Il a dit dégagez. Monsieur Patrick, ils ont pris la poudre escampette, ils sont partis. À l'instant T, ils n'ont même pas fait 10 minutes. Donc souvent, c'est eux-mêmes qui descendent sur le terrain, faire leur faux contrôle. Mais il faut aussi que le peuple soit un peu solidaire, M. Patrick. Moi, quand je vois un qui est déjà à distance, un frère, moi j'appelle les autres fermés. Parce qu'après, ça joue sur notre coup. Il faut qu'on soit solidaire. On peut laisser nos frères comme ça. Ce pas des animaux. Quand on prend ici au Gabon, les frères ouest comme des animaux. Il faut être solidaire. C'est pas sérieux du tout. Moi, si tu ne connais pas ça, hein, parce que moi, sincèrement, on va commencer à se battre avec eux ici dans le quartier. Parce qu'ils abusent. La vie chère aussi, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Et l'État aussi qui ne construit pas les routes. Bon, monsieur Patrick, je vais revenir. Merci. 066 21 91 16. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est monsieur Daniel. Bon, moi, je vais un peu répondre à nos frères Westaf, les commerçants. Là. Bon, pour moi, c'est un peu dur de compatir quand ils appellent et puis se plaignent. Parce qu'il y a déjà des lois qui sont très simples dans une économie dans un pays. Si ça ne marche pas ou bien si on ne gagne pas, en général, on ferme et puis on part.
je pense que s'ils sont encore là, c'est qu'à la fin, ils ont toujours des marges et puis ils peuvent toujours rester. Mais bon, moi, j'aimerais savoir, avant de venir, vous avez appelé dans votre pays qui vous accueille là, pour vous plaindre. Moi, j'aimerais savoir combien vous avez investi au Gabon et combien vous avez investi chez vous. Ou est-ce que vous déclarez aussi les fonds que vous envoyez à l'étranger? Et dans les fonds que vous déclarez là, est-ce que vous payez aussi les taxes qui sont nécessaires pour tous cette fuite-là de capitaux? Donc, j'aimerais vraiment savoir ça, parce que je trouve que c'est un peu trop facile ce qu'ils font là. Et moi, je suis sûr que les agents là insistent là-bas parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent et que cet argent-là, des fois, est réinvesti ailleurs, qu'au Gabon. Donc, si certains veulent juste fermer les yeux, on veut défendre les boutiquiers, voilà. Croyez-moi, moi je sais de quoi je parle, je connais beaucoup de boutiquiers. Je construis des immeubles là-bas dans leur pays. Ici, ils sont toujours en train de se plaindre. C'est comme s'ils sont pauvres, ils mangent comme je sais pas quoi. Donc moi, je voudrais savoir s'ils déclarent aussi les fonds qu'il envoie dans son pays. Donc voilà un peu ma question pour M. Diallo et puis l'autre. Voilà. 066 21 91 16. Il y a un auditeur qui est déjà là. On va le prendre rapidement. Bonjour. Bonjour, M. Patrick. Oui, bonjour, M. Patrick. Oui, on vous écoute. Oui, ben, c'est par rapport à l'intervention du Sénégalais gabonais. C'est pas bon. Je crois qu'il est Sénégalais. Parce que je crois que son raisonnement qu'il a eu à faire là, ça c'est là, il a fait exprimer ses émotions. Son émotion ouest-africaine. Est-ce que tu vois? Qui va se battre avec les autorités? Il est celui qui peut se battre avec un policier. Il veut faire vraiment la prison. Il ne sait pas que c'est interdit. Ce qu'il a fait, ça voit compte. Déjà, le fait de dénoncer, là, ça va dans des hautes instances. Il ne sait pas que cette émission-là, écoutée jusqu'à la présidence de la République, jusqu'au ministère de l'Intérieur, ça voit compte. Donc, il n'a pas à dire qu'il va se battre avec un policier parce que, soi-disant, les policiers maltraitent ses frères ouest-africains. Ah non. Et les policiers, ils ne savent pas que les autorités savent, ont déjà les informations sur les devises qui sont envoyées à l'intérieur là-bas, à l'extérieur. Ces ouest-africains-là, ils envoient des milliards et des milliards dans leur pays. Est-ce qu'ils investissent vraiment au Gabon? Hein? Donc, ils ne doivent pas raisonner comme ça. Maintenant, ce que l'État doit faire, c'est peut-être de réguler certains documents. C'est-à-dire que lorsqu'ils donnent aux commerçants les documents, c'est peut-être pour 1 an, c'est peut-être pour 6 mois renouvelables. Maintenant, en matière d'hygiène, il doit avoir un traitement. Par exemple, s'ils ont des latrines, s'ils ont des toilettes. Allô? Oui, mais un État ne se plaint pas quand il y a un problème. Un État prend des décisions. Mais justement, ce que l'État peut faire, c'est prendre des décisions, c'est-à-dire donner à ces commerçants-là, par exemple la mairie. Ce que la mairie peut faire, c'est de donner peut-être à ces commerçants-là des documents qui ont une durée de 6 mois, voire 1 an. Maintenant, en matière d'hygiène, c'est-à-dire même si c'est un document d'hygiène qui paye, maintenant, en matière d'hygiène, des agents viendront faire, on appelle ça comment? Un traitement phytosanitaire, c'est-à-dire d'hygiène, c'est-à-dire désinfecter les toilettes. Est-ce que vous voyez? Et vérifier aussi s'ils respectent les règles d'hygiène. Maintenant, s'il n'y a pas de respect sur les règles d'hygiène, on voit des cafards, des blattes, les petits cafards là. Si on voit des blattes dans les cafettes, ils mériteront une sanction. Est-ce que vous voyez? Dans ce sens-là, parce qu'il faudrait que les gens ne souffrent pas d'intoxication alimentaire. Donc moi je pense que le Sénégalais Gabonais a exprimé là ses émotions, sa fibre ouest-africaine. Qu'il sache que nous sommes dans un pays de droit et là, s'il tente, parce que ce qui sort de la bouche peut se réaliser. S'il tente d'agresser un agent de force de sécurité de défense, qu'il sache que c'est interdit. Il peut faire une prison, il peut écoper de la prison comme ça. Ça ne se fait pas. Donc, ça doit compte. Son message a déjà été écouté, qu'il le sache. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, justement, en parlant de peut-être pourquoi on évolue dans ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas une interdiction pour les commerçants de payer, de donner de l'argent à main propre à un agent? Pourquoi ne va-t-il pas payer directement à la mairie dans un bureau où on peut lui, délivrer un document, un reçu qui atteste qu'il a déjà payé, par exemple en ce qui concerne l'hygiène, etc. Il va dans un bureau. Pourquoi donner de l'argent dans sa boutique à un agent à main propre?
Voilà, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Ou remettre de l'argent à un agent dans la rue. Normalement, il doit vous remettre un reçu que vous devez aller payer, je ne sais pas, peut-être au trésor ou quelque part, mais vous ne remettez pas de l'argent. Donnez de l'argent, 25 000 francs à un policier dans la rue ou à un agent de la mairie. Alors, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, c'est monsieur Saïd. Alors, j'appelle pour intervenir rapidement vu le temps qui m'est imparti. J'écoute depuis tout à l'heure l'intervention de tous vos éditeurs, c'est bien. Mais parfois, il faut qu'on accepte certaines réalités. Au lieu de s'en prendre à ce que M. Diallo, et puis l'intervenant de tout à l'heure disait, mais il faut d'abord qu'on se pointe le doigt à nous-mêmes, les Gabonais. Regardez un peu. Ces capettes-là, ils sont tenus par qui? La majorité, ce sont des Guinéens, ce sont des Ouest-Africains. Les taxis, c'est qui? La majorité, ce sont les Camerounais, tous ce sont des étrangers. Ce qu'on appelle communément les Maliens dans nos quartiers, et les épiceries, ce sont les étrangers. Et les boutiques, les magasins, tout, ce sont les étrangers. Finalement, le Gabonais, lui, fait quoi chez lui? On est là, on se tourne les pouces, on reste à la maison, on ne fait rien, on peut tout attendre que l'État fasse tout. C'est l'État qui doit toujours tout faire pour les Gabonais. On ne fait rien. Nos jeunes dans le quartier, allez-y au marché, la seule activité qui sont prises par les Gabonais. Les jeunes Gabonais, c'est la friperie, vendre les habits et tout ça là. Et la plupart, ce sont des ex-dollars, mais qui, Dieu merci, se débrouillent quand même. On ne fait rien. Nos mamans qui vendent au marché, au moins c'est encore nos mamans, voilà, des femmes qui ont encore la force de se lever, aller vendre dans les marchés. À part celle-là, nous, on fait quoi? Les autres Gabonais, ils font quoi? On ne fait rien. On se tourne le pouce, on attend que l'État fasse tout. Les étudiants se plaignent et tout, c'est vrai, il y a des réalités. Mais à un moment donné, il faut qu'on se lève, nous aussi. Il faut qu'on se lève pour défendre un peu les richesses de nos pays. Et comment défendre les richesses de ce pays-là? C'est pour qu'on puisse les approprier, nous aussi. C'est de travailler. Mais si on attend toujours, on a dans nos têtes ce concept de bureaucratie, etc., et tout le monde ne va rien faire. Vous avez pris la dernière fois l'exemple du vendredi. Quand le vendredi seulement les musulmans sont pour aller à la mosquée. Qu'est-ce qui se passe? Tout est fermé, on ne mange pas. Si aujourd'hui les taximans, les étrangers en général décident de crever ici, mais les Gabonais sont morts. On n'a plus rien, on ne pourra rien faire parce que toute l'activité économique du pays est gérée par eux. Mais c'est pourquoi ce qu'ils nous ont enchaînés, ce qui nous empêche de leur faire la concurrence, ouvrir des boutiques, des briqueteries, etc. Tout ce sont eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette volonté-là de chercher, de vouloir devenir quelqu'un. Et lorsqu'ils envoient des milliards, comme certains disent à leur famille à l'extérieur, mais ils ont tout à faire au droit. Qu'est-ce qui nous empêche à nous aussi de devenir milliardaires, de travailler, envoyer de l'argent à nos familles? Les quelques Gabonais qui envoient des milliards à l'extérieur du pays, tous ce sont des détournements de fonds. Tous ils détournent les fonds. On pleure combien de milliards qui sont détournés par les Gabonais, nos dirigeants? Des milliards. Une seule personne détourne combien de milliards? Ça, vous ne parlez pas de ça. Mais lorsque les étrangers viennent ici, se débrouillent, honnêtement, cherchent leur argent, vous voulez vous plaindre. Pourquoi se plaindre? Il ne faut pas vous plaindre. Au contraire, levez-vous, travaillez vous aussi, chers Gabonais. Arrêtez à un moment donné de répandre la peur, parce que ça se répand de la peur. On a un savoir-vivre ensemble depuis toujours ici. Tout le monde vit bien. Il n'y a pas à s'en prendre à certains à cause de propos, parce que M. Diallo, ce sont des réalités qu'il vit au quotidien chez lui. Qui ne connaît pas ces réalités de la mairie, là? On connaît tout ça, on vit ces réalités-là. Mais après, si on veut faire face à ces réalités, nous aussi, qu'on subit. On ouvre les capettes, on subit un peu les réalités de la mairie. Alors qu'il disait, il a essayé de se lancer dans le commerce. Et la mairie l'a emmerdé, et puis il a décidé de fermer. Non? Mais pourquoi eux, ils ne ferment pas? Parce qu'ils sont déterminés, ils ont un objectif. Donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez voilà, lorsque tu pointes à quelqu'un, il y a trois trucs qui pointent vers toi-même. Un seul fait la personne de regarder nos réalités nous-mêmes. Le Gabonais est paresseux. Voilà, je vais m'arrêter. Ce débat va revenir. Hein. Les Gabonais sont paresseux. 066 21 91 16. Bonjour. Oui, monsieur Patrick. Monsieur Crépin-Bina, on vous écoute. Oui, c'est moi qui reviens. Je pense que il y a une baisse de volume là depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est le mur de lamentation. Vous m'entendez mieux? On vous entend, mais il n'y a pas trop de volume comme lorsque d'autres auditeurs appellent. D'accord, je vais essayer quand même de parler. J'espère que vous allez saisir et que le commun des mortels saisira un peu ce que je veux dire. Il se le mur de lamentation et je crois que M. Diallo a le droit de se lamenter sur ce qui l'embête un peu, vu que son activité est touchée de plein fouet par cette histoire du coronavirus. Alors, je crois qu'on est en train de parler quelque chose dont nous ne maîtrisons pas, maintenant les aboutissants, en amont, en aval. Je crois qu'on parle ici du racket. Le racket fait partie de la corruption. Et la corruption, contrairement à ce que disait M. Diallo, qui n'existerait pas dans d'autres pays, en disant je m'inscris en faux, bien que n'ayant pas fait ce pays, je crois que ce n'est pas le seul souci du Gabon tout entier. Alors, moi je parle du Gabon parce que j'y vis et je suis. La
La corruption ne commence pas d'abord avec nous, les Camerounais lambda et les ressortissants qui sont en bas. Elle commence tout en haut et elle a été institutionnalisée. Ça veut dire que de près ou de loin, nous tous, autant que nous sommes, nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, vous, M. Patrick, si vous allez, par exemple, à la mairie du 6e arrondissement, c'est de là-bas, pour un service qu'on veut vous rendre, parce que c'est un service qui doit être gratuit, on vous fait durer, vous allez, par exemple, vous rendre avec le conseil de quelqu'un d'autre dans la mairie du 3e arrondissement, où le service sera mieux et plus rapide que là où vous étiez. Vous, dans cette satisfaction, vous serez peut-être tenté de prendre un billet de 500 francs, comme pour dire à l'agent qui vous a reçu rapidement de prendre un jus. Et cet agent, lorsqu'il a mis dans la tête que vous avez les 500 francs, se rend compte qu'au-delà du salaire qu'il peut percevoir, il peut aussi avoir de l'argent de poche comme ça, de la part des usagers qui viennent retirer des documents chez lui. Et vous voyez, c'est parmi cela. Aujourd'hui, la corruption dont on en parle, vous voyez un peu le cas des taximens. Mais le racket, c'est partout, c'est dans tous les niveaux. Le taximan, il est racketté par l'agent de police. Il fait que ce taximan-là, le plus souvent, ne remplit pas tous les critères de tous les documents qu'on lui demande. À son tour aussi, le taximan aussi va racketter l'usager parce qu'il va saucissonner les tronçons et augmenter les tarifs du taxi. Alors, vous voyez que c'est dans tous les domaines, donc on ne peut pas accuser qui que ce soit. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement devrait encadrer le domaine économique, quel que soit le domaine dans lequel la personne exerce, comme vous le disiez tout à l'heure, et voici les documents qu'il faut fournir pour exercer une certaine activité. Donc, lorsque vous disposez de ces documents-là, qu'on ne vienne plus vous embêter, et il faut aussi avoir les noms par exemple, pour qu'un commerçant qui serait embêté par un agent de police ou un agent municipal pouvait appeler pour dénoncer de tels comportements afin qu'on mette la main dessus sur ces agents-là et qu'ils ne recommencent plus. Bon, je vais laisser la place aux autres et peut-être réagir tout ça. Voilà, d'accord. Voilà. Il faut clarifier la situation parce que le flou profite surtout à ceux-là qui ont la connaissance de toutes ces choses-là. Voilà. Un auditeur au bout du fil. Monsieur Patrick. Monsieur Eyi. Pensez-vous que vous avez les documents de votre structure, tous les documents que l'on demande pour ouvrir une cafette. Mais allô. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et vous allez accepter que les agents de police viennent vous demander les documents, que certainement vous présentez, vous les avez tous. Mais monsieur Eyi, il faut d'abord savoir quels sont les documents qu'il faut. Déjà, la question de départ, c'est qu'ils ne savent même pas ce qu'il faut comme document. Monsieur Patrick, ceux qui donnent de l'argent aux policiers, aux agents de la mairie, ce sont ceux-là qui reconnaissent qu'ils ne sont pas à jour. Ce sont ceux-là qui reconnaissent qu'ils ne sont pas à jour. Pourquoi tu vas donner l'argent alors que tu sais que tu as tous les papiers? Comment tu vas donner l'argent alors que tu sais que ta structure répond au nom? C'est impossible. Ah, c'est facile à dire là, à la radio, monsieur Eyi. Patrick, moi j'ai fait clando. Les week-ends, je fais clando avec ma petite voiture qui a tous les documents. Quand on m'arrête, je prends d'abord, mais tous les documents sont des originaux, je présente. Le policier voit mon permis, oui, c'est une bonne catégorie, les assurances, sous visite technique, voilà, c'est le truc de transport, je présente tout. C'est ça médical. Il me dit, mon frère, vraiment, allez-y, bonne journée. Il n'a rien à te dire. Mais ceux qui donnent l'argent là, monsieur Patrick, ceux qui encouragent la corruption, le racket, sont ceux-là qui n'ont pas de papier. Et la mairie n'envoie pas plus de 20 personnes par jour dans les cafés. C'est chose impossible qu'on ne vienne pas raconter des probards, des conneries ici à l'antenne. Que l'on raconte, oui, on se plaint des agents des multiples contrôles de la mairie, mais pas plus de 20. Qu'on ne raconte pas des histoires. Je ne suis pas agent municipal, mais je dis qu'on ne raconte pas des histoires parce que nous sommes à la radio. Et je ne penserai pas que le Cameroun ou la Guinée, ou quelle que soit la Guinée, sera mieux que le Gabon. En termes de corruption, on a été au Cameroun, on a été dans cette Guinée, on a été dans d'autres pays, qu'on ne vienne pas raconter les choses. Moi, j'ai fait ces pays-là. Et je me dis que jusque-là, le Gabonais respecte beaucoup et aime même très bien les étrangers. Moi, j'ai fait ces pays. Tu me fais Diallo là, tu ne peux pas aller insulter les Guinéens chez lui. Là où il parle là, c'est impossible. Tu ne peux pas aller en Guinée, que ce soit la Guinée équatoriale ou Conakry ou Bissau, aller insulter les Guinéens sur place là-bas. Puis il a encore insulté le gouvernement. C'est nous, ceux les Gabonais, qui encourageons cela. La dernière fois, on avait demandé à ce qu'on fasse un véritable contrôle, monsieur Patrick. Un véritable contrôle sur les taxis là. Sur des taxis, il y avait peut-être 2 qui étaient à jour.
catégories, c'était des problèmes de papier, le permis était faux, la détermination était fausse, tout était faux. Il y avait toujours les documents qui étaient faux. Mais quand la police est dans le social, ce sont les mêmes qui viennent ouvrir les bouches ici à la radio. Je dis non, mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour. Pourquoi dépenser autant d'argent donné aux agents municipaux sur place à la main et ne pas aller directement à la mairie payer? Pourquoi? Vous cachez quoi? Et la majorité sont les gens qui se cachent derrière les cafettes qui vendent le chanvre indien, M. Patrick. Ça, je vous le dis, c'est à l'antenne. Que les cafettes là sont les cafettes qui vendent et le chanvre indien, et les cobolos, et les multiples drogues. Donc, ils ne veulent pas que les agents aient accès derrière leur histoire de comptoir là. Sinon, en fouillant, ils vont découvrir autre chose. Donc, les boutiquiers, les cafétériens et autres sont obligés de corrompre, de donner quelque chose aux agents. Parce qu'ils se reprochent de quelque chose. Tu ne peux pas seulement vendre une cafette et donner de l'argent à plus de 20 agents par jour. C'est impossible. Donc, tu fais une autre activité. Et M. Diallo, quand ce n'est plus bon, on retourne dans son pays. Si au Gabon, vous avez fait tous ces pays-là, là-bas, vous avez dit que ce n'était pas bon. Vous avez changé aussi le pays. On aime bien les étrangers, mais dès la fin, M. Patrick, quand M. Iso pète les câbles. Nous avons accepté ces étrangers, la commission ils ont emmené, les petits, les cuivres, les diplômes. Alors, on va faire moins de passion, monsieur. Et ils se permettent de venir nous insulter ici à la radio. D'accord, alors. Moi, je ne l'accepterai jamais. Dès qu'on on va rester calme, monsieur. On fait des temps musclés à la cafette de M. Diallo, qui a été identifié hier. Et je viendrai vous dire ce qu'on a retrouvé dans sa cafette. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir, bonjour. Bonjour. Je suis bien à l'émission. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, en fait, je voulais dire ceci. Les précédents auditeurs qui ont eu appelé, je ne sais pas ce qu'ils arrivent à comprendre. On parle d'un sujet qui est la corruption. Et cette corruption, il n'y a pas que les sujets ouest-africains qui vivent cette corruption. Même nos vieilles mamans, nos petits frères ou nos grands frères qui vendent au marché, ils subissent cette même corruption. Donc, je pense qu'ici, il faut mettre un frein sur cette corruption. Il va falloir peut-être raisonner d'une autre façon. Mais parce que cela a une répercussion sur les prix des produits, parce qu'on se plaint de la cherté de la vie. Voilà. Justement, et en même temps, c'est une fuite des capitaux au niveau des caisses de la mairie et du trésor public. Puisque c'est l'individu propre, en fait, l'organe de la mairie, proprement, qui s'enrichit derrière ça, en fait. Voilà, et puis il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour arranger les routes, pour améliorer le quotidien de tout le monde. Justement, après on se dit, bon voilà, il y a comment on appelle, un déficit d'argent dans les caisses de l'État. Mais c'est de l'argent, c'est une fuite de capitaux, ça. C'est de l'argent qui s'en va. Combien de compatriotes gabonais sont en France qui n'envoient pas envoient de l'argent à leurs parents au Gabon? Est-ce que ça fait pour les politiques en France là-bas? Mais s'ils sont ici, c'est qu'ils sont bien établis et c'est qu'ils sont en règle. Mais ce qu'ils veulent simplement, c'est qu'ils veulent savoir ce qu'il faut qu'ils payent chaque trimestre. Et puis c'est tout. Merci, je reviendrai en tout cas. Je suis à l'émission. Ça nécessite de la clarté dans cette administration. Il faut que lorsque vous vous engagez à faire du commerce, on vous dise qu'est-ce qu'il faut payer, par exemple par mois ou par trimestre. On vous le dit une fois et vous vous soumettez à cela et c'est terminé. On ne vient plus vous embêter avec d'autres nouvelles taxes. Et c'est justement ce que disait M. Diallo. Chaque jour, il y a un nouveau document qu'il découvre. Alors, comment ça se fait? Un auditeur nous appelle. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, c'est le maïsef là-bas de plateau. Moi, en fait, je viens compléter un peu ce que M. Diallo disait. Mais là, je parle dans le cadre de Gabonais. Moi, je pense que je suis derrière la prison. J'ai vu comment les mamans se débrouillent pour vendre un peu, pour nourrir aussi ces Gabonais-là. Mais la police, lorsqu'ils arrivent, ils ont fait comment? Ils ont déposé des demandes. On appelle ça comment? En fait, ils ont déposé des papiers leur imposant de venir payer une somme de 20 000 francs au commissariat central. En fait, on va dire, il y a un dépôt de plainte, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et voilà, c'est toute une liste. Chaque maman doit déverser 25 000, 25 000. Je sais parce que je ne sais pas, des milliers ou de millions de personnes qui doivent aller verser 25 000 francs à la police, au commissariat central. Et la question se pose, comme beaucoup des auditeurs, où va cet argent-là? Cet argent correspond à quoi? Ça correspondait à quoi? Mais c'est ça, c'est la question qu'on se demande. Parce que lorsqu'il arrive, peut-être le fait que la COVID-19 est venue dire
qu'il y a des heures de vente où quand on ne vend pas, donc il faut payer l'amende. Mais cette amende-là, cet argent-là va où? Puisque cette nourriture-là, on a dit les friperies sont fermées, mais aussi les gens ont besoin de manger. Maintenant, quand on ramasse comme ça, là, et quand ils vont au commissariat, c'est pour payer 25 000 par tête. Bah, après, lorsqu'ils raquettent ou ils prennent cet argent-là, c'est pour quelle fin? C'est ça, là, la fuite de capitaux, lorsque l'auditeur précédent venait de parler, c'est tout cela. Ils nous disent que oui, les 25 000 qu'on fait là, c'est pour aller déposer quelque part, ou je ne sais pas. Donc, quand ils prennent ces 25 000 francs-là, c'est quoi le but? C'est pour quelle fin, en fait? Est-ce que le rôle de la police, c'est venir déposer une plainte pour que vous venez leur restituer 25 000 francs au commissariat? C'est pour faire quoi, cet argent-là? Est-ce que la COVID-19, lorsqu'on est arrivé par rapport aux instructions du ministère de l'Intérieur, a dit aux policiers de prendre 25 000 francs chez les commerçants? Déjà, on a un problème d'argent compte tenu du confinement. On nous raquette encore, mais finalement, on nous a suspicié. C'est compliqué. Je laisse la parole aux autres. D'accord. Oui, pour les taxes, mais il faudrait que ces taxes aillent dans les caisses de l'État et non pas dans les poches des individus. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, monsieur Patrick. C'est le Sénégal Gabonais qui revient. On vous écoute. Bon. Monsieur Patrick, cette histoire de contrôle ou de raquettes, il faudrait que ça cesse dans notre pays. Les étrangers, en gris, ce n'est pas des animaux. Moi, ça me tue, sérieusement. Hein. Ce n'est pas des animaux. Mais c'est pas dit que j'ai mon père qui sortait un jour, il partait à la boutique. Il a oublié 5 cas de séjour. Il partait à la boutique. Oh, monsieur, contrôle. Oh, monsieur, oublié la carte à la maison. Montez dans la voiture. Il dit, ok, allons-y, allons-y. Ils n'ont même pas vu 5 minutes, ils l'ont laissé. Il a dit que descend. Souvent, monsieur Dallot, il faut fermer, tu dis, allons. On part, même si tu perds la journée, même si tu perds des heures, tu restes là-bas, même si c'est 5 jours. À chaque fois qu'ils viennent chez toi, tu fermes, tu pars avec eux. Ça va cesser. Si vous continuez de donner l'argent, ça ne pourra pas cesser. Vous faut fermer, vous allez avec eux. On va voir, même à un moment donné, comme ce n'est pas souvent les chefs qui les amènent, ils vont vous arrêter quelque part, ils vont me dire, ah, donne quelque chose. 5 000 ou 3 000, ils vont te laisser partir. Ou même tu vas me descendre même. Parce que c'est trop. Et puis, concernant celui qui a dit qu'ils envoient des milliards dans leur pays, ils envoient des milliards, c'est pas qu'ils nous disent de ne pas travailler, ils quittent seulement de chez lui, il vient ici gagner l'argent, toi tu es assis, tu cites ta télé, tu crois que c'est comme ça la vie. Il faut travailler l'argent, ils viennent se torturer ici pour travailler, ils ne sont pas venus ramasser ça, hein. Ils sont chiés pour avoir cet argent. Mais il faut respecter les autres. Dans les années antérieures, M. Patrick, au Sénégal, le commerce était dominé par les Mauritaniens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ont fait le peuple sénégalais? Ils se sont rebellés pour rentrer maintenant dans le commerce. Les Mauritaniens sont rentrés chez eux. Maintenant, le commerce, c'est dominé là-bas par les Guinéens et les Sénégalais. Il y a une concurrence, mais même ça, les boutiques au Sénégal sont dominées par les Guinéens. Donc, ils sont venus pour travailler, ils ne vous empêchent pas d'investir chez vous. S'ils envoient des milliards, et même les milliards qu'ils envoient, comme vous dites des milliards, j'envoie même pas des milliards là-haut, il a dit, il trouve ça. Mais ils payent les taxes dans les banques là, on les retire les impôts. Moi, j'envoie l'argent à mon père. Mais 100 000 francs, M. Patrick, tu vas devancer près de, je ne sais pas, 20 000 francs pour voyer 100 000 francs. C'est pas une arnaque, ça? Mais arrêtez, bon sang. Il faut laisser les autres en paix. C'est pas des animaux. C'est vrai que cette histoire de contrôle-là, ça s'arrête. C'est un peu trop. C'est un peu trop. On va continuer comme ça, on sommes tous des Africains. Si le Sénégal est un pays pauvre, ou bien le Mali est un pays pauvre, c'est pas à cause de vous que le pays est pauvre. C'est Dieu lui-même qui a fait ces choix comme ça. Que le Gabon soit riche, que le Sénégal soit pauvre. C'est pas vous qui avez pris cette décision-là. Et personne n'a étranger sur terre. C'est tout ce que j'avais à dire d'abord, mais c'est pas tout. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô. Allô, monsieur Patrick. Alors, vous avez demandé à ce que l'argent collecté par les agents municipaux, par le ministère de l'Intérieur et toutes les entités financières qui sont chargées de prélever des taxes puissent aboutir dans les caisses de l'État. Est-ce que vous pensez que, en faisant ainsi, le souci sera réglé? Je vous signale d'abord que dans cette nation,
les caisses de l'État sont confondues parfois aux poches personnelles de certains individus. Alors, ce n'est pas moi qui va vous annoncer aujourd'hui qu'on enregistre le plus souvent des scandales financiers au vu aussi de tous, dont on fait croire qu'on devait régler en mettant quelques personnes derrière les barreaux, en prétextant cela, en les réglant leur compte, parce qu'on a des minimes de problèmes personnels. Et ces soucis-là, ces problèmes juridiques-là n'aboutissent jamais. Je pense qu'il devrait avoir une véritable traçabilité, et celle de savoir, quand cet argent est débloqué aussi des caisses de l'État, à quoi sert-il? Parce qu'on peut bien débloquer des milliards et des milliards de francs pour pouvoir réaliser des travaux comme on en voit ici depuis pratiquement 10 ans, et cela ne sert à rien. Je vous prends un exemple, 3 000 milliards débloqués par an depuis que M. Ali Bongo au pouvoir, multiplié par 11, ça fait près de 33 000 milliards. Si on faisait le bilan aujourd'hui, est-ce qu'on serait sûr que cet argent a réellement servi aux travaux pour amener le Gabon à l'émergence comme il est? Moi, je ne pense pas. Donc, la corruption, elle est généralisée. C'est profond que ce que nous pensons. Et pour répondre aussi rapidement à mon frère Simon, qui n'a pas appelé depuis le matin, que je salue, il parlait des travaux publics. Mon frère Simon, je crois que c'est l'homme de l'ITAM qui a pour habitude d'appeler ici en ce lieu et de dire que quand on a levé les différentes entités ministères de leur essence, elles n'ont plus les moyens d'exécuter. Si vous prenez comme exemple la fermeture de l'école des travaux publics de Fougamou qui n'existe plus, ça veut dire que les techniciens gabonais ne sont plus formés pour agir sur le terrain. Les machines sont quasiment foutues, si je peux m'exprimer ici, excusez-moi du terme. Elles sont là en l'état, au détriment de certaines sociétés privées qui agissent et qui viennent avoir les marchés pour effectuer des travaux qui laissent à désirer parce qu'elles reviendront et que ces personnes-là qui leur donnent les marchés savent qu'ils ont des pots les uns à gagner. Nous, la corruption que nous devons ici. Merci déjà et bon appétit à tous et j'espère revenir demain. Merci beaucoup, monsieur Crépin Bina, même si le volume n'est pas très fort avec à chaque fois que vous nous appelez. Il y a un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Ah, d'accord. Rare femme. Hein. Aujourd'hui, on a moins entendu les femmes. Oui, c'est Claude au niveau de l'ENS. D'accord, on vous écoute. J'écoute votre émission depuis. C'est vrai que je ne réagis pas, mais voilà. Donc, j'aimerais, ce qui me turlupine un peu, c'est monsieur Diallo, alors qu'il s'est exprimé, ce qu'il a exprimé est vrai. Et ce qu'il demande tout simplement, c'est de savoir en tant que commerçant, quels sont les documents dont il doit s'approprier afin de pouvoir payer les différentes taxes. Et en ce qui concerne le racket n'est pas légal. Je prends le cas, j'ai fait mes études en Tunisie et ce que je vois ici, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité au niveau des frontières et tout. Lorsqu'on était étudiant et qu'on établissait nos cartes de séjour, je n'ai jamais vu, en 5 ans, je n'ai jamais été contrôlée une seule fois. Pourquoi? Parce que au niveau des frontières, je suppose, tout était tellement bien organisé qu'on n'avait pas besoin de faire autant de contrôles. J'ai pris des taxis là-bas, je n'ai jamais vu de contrôle. À part s'il y avait un problème et tout ça, tel que des attentats, voilà. Donc, on voyait un peu la police un peu partout. Et en ce qui concerne l'économie, si ceux qui travaillent, les étrangers, envoient des capitaux à l'étranger, s'il y a une fuite de capitaux, je crois que la responsabilité est à l'État gabonais. L'État gabonais de sécuriser au niveau de l'économie. Je prends le cas en Libye où je suis allée. Lorsqu'un étranger venait investir, on lui imposait de travailler avec un autochtone. C'est comme ça que ça se faisait. Donc, eux, si leur force de travail leur permet d'avoir des milliards et qu'ils envoient à l'étranger, c'est à l'État gabonais de prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de fuite de capitaux, on peut appeler ça fuite de capitaux, et de mettre une politique économique qui va faire en sorte que ces personnes-là soient obligées d'investir dans le pays. Donc, je crois que le problème émane de nos autorités, émane de nous Gabonais. Voilà. Certains, on parle de protectionnisme, qu'on le fasse, si ça nous embête. Mais si ça ne nous embête pas, c'est que nous-mêmes, nous sommes partisans de ça. Voilà, justement.
Voilà, merci Monsieur Patrick. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. C'est justement ce qu'on disait en filigrane, c'est que si des gens se permettent d'envoyer de l'argent chez eux, des milliards, comme disait un auditeur, ben, c'est pas la faute de celui qui envoie, c'est de la faute de celui qui autorise que cet argent sorte chaque année. Pourquoi l'État ne prendrait pas de décision? Je ne pense pas que dans tous les pays on se permet d'envoyer de l'argent comme cela. Si l'État constate que cette pratique n'est pas bonne, on prend des décisions pour que cela ne se fasse plus. Mais si ça continue de se faire, je ne vois pas la responsabilité de celui qui pose cet acte. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, Patrick, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Agostino. Hein. Naturellement, j'écoute l'émission comme tout le monde, mais c'est quand même difficile de vous avoir. Bref, je sais que c'est, disons, la chaîne est brisée. Je viens non pour répondre à celui qui traite des Gabonais de paresseux. Bon, est-ce qu'il faut vraiment traiter des Gabonais de paresseux? Je ne pense pas. En fait, c'est un problème de culture. Moi, je pense que c'est une culture qu'on ne nous a pas inculquée. La preuve en est qu'à nos jours, il y a beaucoup de Gabonais qui se lancent dans ces petits métiers-là. Hein. Moi qui vous parle là, je fais la couture, je suis à 22 ans de carrière là. Je suis Gabonais, mais si je le dis aux gens, beaucoup ne vont pas en revenir et voilà. Je ne suis même pas le seul Gabonais qui est dans ça. Il y a beaucoup qui sont un peu de partout, qui sont dans la cordonnerie, beaucoup. Mais c'est pas quelque chose qu'on nous a inculqué depuis. Donc, peut-être facilement des Gabonais de paresseux, je renvoie ça du revers de la main. Aujourd'hui, non seulement ce que je fais comme couture, j'ambitionne faire dans l'agriculture aussi. Mais allez-y un peu chez moi, Makoko. Derrière les maisons, les éléphants deviennent des animaux domestiques. Les éléphants deviennent des animaux domestiques. Où est-ce que tu vas faire ta plantation? Et lorsque si par hasard on a bien un éléphant, voilà, bon, tu seras taxé de tous les mots, tu seras emprisonné avec beaucoup d'amants. Mais quelle est la mesure qu'ils ont prise derrière ça, la mesure d'accompagnement? Les mesures d'accompagnement sont lesquelles? C'est bien beau de traiter les Gabonais de paresseux. Il y a beaucoup qui sont dans l'agriculture, beaucoup qui sont dans d'autres petits métiers. Mais on fait comment? C'est facile aujourd'hui, moi qui veux me convertir dans l'agriculture là. On fait face à ces problèmes d'éléphants et autres. On fait comment? À Makoko, en ce moment là, je vous assure, c'est difficile à vivre. En tout cas, je suis à l'écoute. Restez à l'écoute, bien sûr. On parle d'un éléphant qui se promène avec ses petits, je ne sais plus dans quel quartier de Makoko. Ça va revenir. En tout cas, ce que l'auditeur dit est réel. Depuis que je lis un message, hein, depuis que l'homme de Milonci a eu son kit alimentaire, il a décidé de ne plus intervenir. Mais dès qu'il n'aura plus rien, il reviendra se plaindre de son statut. Il y a un autre message. Permettez que je lise les messages parce qu'on n'a pas pu observer une pause. Donc, je vais lire quelques messages. Concernant la cure de l'hydroxychloroquine, il faut comprendre qu'il y a des lobbies internationaux au niveau pharmaceutique qui auraient des intérêts à ce que cette cure soit interdite. Bonjour, monsieur. Ce sont les étrangers qui encouragent la corruption car ils ne sont jamais à jour sur toutes les activités et le terrain devient moins favorable aux Gabonais qui opèrent légalement. Un autre auditeur nous dit « Bonjour, c'est le libre penseur. J'ai des amis qui disent que la politique ne les intéresse pas. Si vous êtes dans cette situation, c'est de votre faute. Je vais toujours le dire, pour une jeunesse qui veut changer son pays, elle doit s'intéresser à la politique. Je ne sais pas pourquoi ces problèmes de raquettes n'ont toujours pas pris fin. Il est évident qu'il y a une mafia au sein des mairies de Libreville. Je pense qu'il vaut mieux aller développer le commerce en province, car là-bas, ils n'ont jamais de problème. Les Gabonais sont aussi dans le commerce, seulement il faut un capital. Pour bénéficier de cela, il faut travailler et ça prend des années. Chaque commerçant doit s'informer sur les documents qu'il doit posséder afin d'exercer tranquillement
dans son domaine. Monsieur Eyi, je viens de vous faire des éloges. Vous n'avez jamais fait taxi, donc attention. Alors, attention, Meyi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Meyi, pourquoi vous demandez une visite technique sachant que vous habitez à Ebakater? Pourquoi vous demandez une demande de certificat médical pendant que vous avez le certificat? Je ne comprends pas le message de cet auditeur. Alors, c'est compliqué, monsieur Ball. Bonjour, monsieur Patrick. Il faut arrêter de stigmatiser nos frères commerçants ouest-africains. Il y a trop de taxes. C'est une vérité. Tout cela doit être revu et bien structuré afin d'éviter tous les débordements que l'on connaît. Sortez un peu de ce pays, vous n'aurez plus le même raisonnement vis-à-vis de nos frères étrangers. Personne n'interdit aux Gabonais de se prendre en charge, de se lancer dans le commerce. Il faut dénoncer les mauvaises pratiques des agents de la mairie et autres administrations qui tuent l'essor de notre économie par cette corruption à haute échelle. Et il y a un autre message. Bonjour à vous. Pourquoi la police de la plage, tu n'as pas de tenue sport? Alors, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire là? Tu n'as pas de tenue sport au pot, suivre les malfrats, les braqueurs qui sont toujours à la plage. Message incompris. Alors, un auditeur nous a chargé de messages. On prendra le sankariste, on prendra que les deux derniers, malheureusement. Bonjour, monsieur Patrick. Ce n'est pas toujours la faute des expatriés. Le complexe de supériorité nous empêche de faire le commerce. Que font ces expatriés? La preuve, le vendredi, quand ils vont à la mosquée, on agonise de dettes. De diètes noires dans nos maisons. C'est le panafricaniste, il ajoute que la mairie rende officiels les documents qui doivent être présentés et les montants à payer et la période au cours de laquelle on doit payer. Parce que c'est aussi avec l'argent des taxes et les impôts qu'on construit les écoles, les hôpitaux, les routes. C'est signé le panafricaniste. Que M. Eyi arrête de dire n'importe quoi par rapport au nombre d'argents municipaux qui procèdent au contrôle, car c'est visible sur le terrain. C'est Alphonse Ier qui envoie ce message. Monsieur Patrick, ce que M. Diallo dénonce, c'est la même chose que vivent les pêcheurs artisanaux, les agents de la gendarmerie. C'est compliqué à lire. De la gendarmerie, des et agents. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Des parcs, je crois qu'il a voulu dire, et les agents des parcs nationaux ont aujourd'hui érigé des points de contrôle flottants en demandant des sommes faramineuses à ces pêcheurs. Et c'est ce qui est à l'origine de la charité, je crois qu'il a voulu dire cherté, je pense. La cherté des produits halieutiques. Alphonse Ier. Chers auditeurs, relisez vos messages avant de les envoyer. Vous me donnez du travail. S'il faut à chaque fois imaginer ce que vous avez voulu dire, ça me prend un peu plus de temps, alors que je vais rapidement évacuer ces messages. Laissez les agents chercher de quoi vivre et nourrir leur famille. Plus que le gérant du Gabon, les gérants du Gabon ont totalement échoué. Nous sommes paresseux depuis Kala, comme nos dirigeants qui ne veulent pas travailler et donner aux autres Gabonais le travail. Des fois, il y a des personnes qui, pour ne rien dire, nous-mêmes les Gabonais, quand on voit un bâtiment ou c'est une ou un immeuble, bon, on va dire un immeuble, on dit on s'étourne pour... non, je ne peux pas continuer la lecture malheureusement, cher auditeur. Écrivez correctement. Bon, Monsieur Patrick, les Ouest-Africains ne sont pas les seules victimes, les policiers et les agents municipaux. Il y a des Gabonais qui le sont également. Monsieur Patrick, le Guinéen qui a fait le Congo, le Cameroun et il est arrivé au Gabon, peut continuer sa route ailleurs si le Gabon est devenu un calvaire pour lui. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, ce qui me turlupine, c'est ce que je sens. Je ne sens plus les odeurs et le goût de la nourriture depuis une semaine. » D'accord, mais rapprochez-vous d'un centre, je ne sais pas, hospitalier, pour rencontrer un médecin. Il nous confine, c'est pour que nous mourions de faim, de pauvreté, de précarité, de sommeil, d'humiliation, ainsi que du corona. Après, quand les Gabonais et Gabonaises vont faire
le désordre, on dira encore « Nous sommes sauvages ». C'est un message signé de Kill. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous assure que la SEG nous joue des tours. Je vis le qu'a décrié M. Mbina. La gestion de la Covid-19 est un échec total au Gabon. On fait du pilotage à vue sans tenir compte des réalités du Gabon. Ça vole, ça n'arrête pas de voler l'argent du pays, même en urgence sanitaire. Pauvre pays, qu'il s'en aille. Un autre message, le coronavirus est déjà passé. Le vrai problème que l'État doit résoudre en urgence, c'est le recrutement à la fonction publique et les cours. Point. Voilà. C'est un gros travail, un gros exercice. Monsieur Patrick, bonjour. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler la suppression de certains services publics souhaités par le gouvernement, je souhaite savoir si l'État va faire va faire le rappel des salaires de ces agents qui ne sont plus en activité depuis le 16 novembre 2018. Justement, le gouvernement a attendu par rapport à cette affaire. Bonjour, est-ce le ministre de l'Intérieur peut nous expliquer pourquoi dans ce pays il est difficile d'avoir une carte d'identité nationale malgré cette carence? Il vient nous parler d'identification des données personnelles qui lui en donne ce droit. Madame Laure Gondjou nous a vanté le Gabon émergent de son président. Pourquoi a-t-elle fui son pays pour la couler douce? Monsieur Ali Bongo peut-il nous dire, s'il vous plaît, comment les enseignants du privé vont manger, payer leur loyer et faire vivre leur famille? Merci, car moi, pédégiste, je l'ai voté par maboulisme. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Allô? 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 Oui, on vous écoute. Oui, M. Patrick. Monsieur Oui, Stan. j'entends Stan. D'accord. Ouais. Bon, moi je crois que le problème que soulève M. Diallo ici, il est assez important. Il est assez important, il ne se limite pas qu'aux commerçants. Je pense que quelqu'un l'a déjà relevé ici. Les taximens sont soumis au même traitement. Je veux bien comprendre que lorsque vous avez les papiers, vous êtes comme, disons, en position de force. Oui. Mais, M. Patrick, je pense que c'est M. Elie qui l'a dit. Si les textes sont, disons, appliqués dans leur entièreté, sincèrement, il y aurait très très peu, pour ceux qui ont des véhicules, très très peu de véhicules qui seraient en circulation. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais là aussi, ce n'est pas la faute des taximens ou des automobilistes. Il y a l'état des routes, parce qu'au niveau mécanique aussi, parfois, quand ils veulent te coller un souci, ils te le collent tranquillement. Au niveau des papiers, je veux bien, on parle de faux permis et tout le reste, oui, mais qui délivre ces faux permis-là? Ou qui délivre les faux papiers à ces gens-là à qui on pointe du doigt aujourd'hui? Aussi bien les taximens que les commerçants. Qui permet à ces gens-là d'ouvrir des commerces sans avoir tous leurs papiers? C'est un problème de corruption générale. Et ce problème-là, il ne faut pas essayer de le comprendre en justifiant certaines choses. Non. Si la loi doit être appliquée, qu'elle soit appliquée, oui, mais en amont, il faut d'abord que les choses soient faites aussi convenablement. Il faut que les choses soient faites convenablement. Si on constate que nous ne sommes pas capables de faire les choses comme il se doit, eh bien, laissons alors aussi les gens faire avec ce qu'ils peuvent. Trouver des solutions pour que ces gens-là, qui ont des familles et qui sont des êtres humains, puissent se nourrir et nourrir leur famille. Trouvons des solutions à ce niveau. Mais aujourd'hui, quelqu'un arrive de son pays, il arrive dans ce pays sans un permis, parce qu'il aura donné 50 000 ou 100 000 francs à quelqu'un qui connaîtrait peut-être le directeur des transports, on lui délivre un petit papier pour faire son activité. Ou alors parce qu'il aurait des actions, disons comme ça, dans l'activité d'un individu, bah voilà. Une fois que les agents passeront pour faire le contrôle, il suffira d'un appel pour qu'on le laisse continuer comme ça. Et une fois qu'il quittera ce poste-là, qu'est-ce qui se passera? C'est un problème général qu'il faut regarder droit dans les yeux et décider d'éradiquer. Décider d'éradiquer. On dit ici que ces gens-là envoient de nombreuses sommes d'argent chez eux. Mais qui leur permet d'envoyer ces sommes d'argent-là? Il y a des pays comme le Ghana, le Maroc, où les histoires de Western Union n'existent pas. Et il y a des clauses qui sont bien mises pour que ces opérateurs économiques-là permettent le développement du pays dans lequel ils exercent. Est-ce que ça existe chez nous? Moi, on ne va pas leur pointer le curseur, ce n'est pas de leur faute. C'est de leur
l'organisation de notre État qui est mauvaise. C'est tout. Voilà, je suis à l'écoute. Voilà. On va rapidement lire le message de cet auditeur. Le rôle de l'État est de trouver des solutions et n'est pas de dénoncer les situations. Vous avez raison, Patrick, un État n'est pas là pour se plaindre. Un auditeur Allô? Allô, c'est Patrick? Oui, vous nous faites très mal aux oreilles, là. Hein? Oui, désolé. C'est juste que j'ai tellement insisté, ça ne passait pas. Voilà, je viens d'enlever le casque parce que là... Oui, c'est M. Boris qui revient depuis Vendo. On vous écoute, M. Boris. Je voudrais rapidement rebondir en disant ceci. Concernant tous ceux-là qui disent que l'étranger, l'OSA, s'il n'est pas d'accord ou s'il ne s'en sort pas, qu'il s'en aille. Mais je veux justement rappeler à ces auditeurs en leur disant ceci. Est-ce qu'ils savent combien ces Ouest-Africains payent au CEDOC pour faire subir les cartes de séjour? C'est-à-dire, pour parler de ce problème, il faut voyager pour découvrir. Essayer de voyager pour aller voir comment ça se passe chez les autres et venir faire la comparaison chez vous. Vous imaginez combien d'argent ces étrangers font rentrer dans les caisses du CEDOC? Bon, bref, merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. On nous reste moins de 10 minutes encore dans cette émission. Allô? Allô, bonjour Patrick. L'homme de la très très longue réflexion. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Bon, je voudrais dire que je pense qu'il faut laisser nos frères étrangers tranquilles. Hein? Et la réalité, ils veulent que, je vous avais dit au départ de cette émission, c'est que la faute, c'est la surpopulation. Quand on va à l'époque de Léon Bar, je pense que le Gabon n'a pas été un pays véritablement avec beaucoup de ses ressortissants. Je pense que à l'époque, on n'avait même pas de capitale. Je pense que la capitale était à Brazzaville. Donc vous comprenez que en traçant toutes ces frontières, en définissant le Gabon, nous avons un bon nombre d'étrangers qui sont restés sur le territoire gabonais. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez regarder au sommet de l'État, du petit jusqu'au grand, le Gabon est dirigé par les étrangers. Alors, c'est des Gabonais. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est pas de venir dire à un étranger parce qu'il a le droit d'appeler à cette émission et dire les difficultés qu'il ressent par rapport à son activité. C'est normal. Même s'il y a la fuite des capitaux, comme a expliqué la dame tout à l'heure, c'est pas de notre ressort, c'est l'État à gérer. Donc, s'ils arrivent à sortir de l'argent de chez eux, et pourtant, la PJ à l'époque avait démantelé un réseau au niveau du marché de Montbouette par où ces étrangers-là font sortir de l'argent. Ça veut dire, vous avez Mamadou au Sénégal, vous avez Diabaté qui est au Gabon. Donc, il suffit de verser 20 millions chez Diabaté au Gabon et le frère de Mamadou le récupère au niveau du Sénégal, dans une autre entité qui est représentée directement ici à Libreville. Donc, vous comprenez que c'est par là sur la fuite des capitaux. Le service de renseignement, le CLAD gère tout le monde. Donc, si on voulait arrêter ce réseau, je pense que tout le monde mange dans ce réseau. Et tout le monde le sait. Ils savent de quoi je parle. Donc, moi, je pense que si c'est les contrôles de la mairie, nous sommes au quartier tous les jours. Pas plus tard que dans la semaine, j'ai vu tout un acharnement des véhicules de la mairie chez les Maliens, fermer les boutiques avec les clés, les cadenas, les gendarmes. Mais finalement, ils ont raison de demander, mais finalement, quels sont les documents qu'il faut fournir pour qu'ils puissent exercer leurs activités librement. Donc moi, je pense que le problème ne sont pas eux. Les problèmes, d'abord, ce sont nos autorités. Et on crie tous les jours ici. Il n'y a rien qui est fait pour alléger ces gars-là. Donc moi, je pense que dire à un étranger, oui, parce que tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de t'exprimer à cette radio ou venir crier que tu dois rentrer chez lui, je ne pense pas que la solution est là. Allez, à demain, je m'arrête là. D'accord. À demain, monsieur de la très très longue réflexion. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Bonjour. Allô? Ah, elle revient, cette voix féminine. On vous écoute. Allô? On vous écoute. Oui, bonjour monsieur Patrick. Bonjour. C'est Madame N depuis la décharge de Mindoubé. D'accord, on vous écoute. Oui, je viens m'adresser à cet auditeur qui a dit que le Gabonais est pas reçu. Moi, ce que j'aimerais dire sur ce sujet, c'est dire que c'est l'État qui nous a inculqué une culture. Et cette culture est le travail, nous avons cultivé le travail intellectuel. Moi, la question que je vais poser maintenant, c'est est-ce que faire des études signifie qu'on n'est pas reçu? Donc, il faut que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi.
Bon, je reviendrai, je suis à l'écoute. D'accord. Bah, vous reviendrez peut-être demain parce que nous sommes quasiment à quelques minutes de la fin de l'émission. Il y a un auditeur déjà en ligne. Allô? Monsieur Patrick, c'est toujours l'homme de Cocotier. D'accord. Bon, je voulais dire que dorénavant, prochainement, si un gars de la mairie arrive chez un boutiquier et constate qu'il n'a pas le papier, il dépose la convocation pour qu'il puisse, c'est-à-dire qu'il part verser l'argent au trésor. C'est simple comme bonjour. Mais moi, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Moi, j'ai été témoin d'une scène que les gars de la mairie, c'était les gars de l'hygiène, je pense. Bon, ils sont arrivés chez un boutiquier, ils ont tout fait contrôler, ils ont vu que bon, il est un peu propre. Ils ont dit maintenant que bon, les 30 000, le papier de 30 000 chaque 3 mois. Bon, le gars là dit non, c'est demain que je vais aller prendre ça. C'est demain que je vais aller prendre. Bon, il dit non, il faut que tu prends ça chez nous. Le gars dit non, moi je vais prendre ça demain. Hein? Regardez, mais mon papier, c'est fini aujourd'hui, donc je dois aller prendre ça. Je vais aller prendre ça demain. Donc il dit non, tu dois prendre ça chez nous, sinon nous on ferme tout ça. Moi je les ai dit directement, non, c'est pas bien comme ça. Si vous voyez qu'il n'a pas le papier, mais laissez la convocation. Il me dit non, vous êtes qui pour parler comme ça? J'ai dit non, c'est très simple. Laissez la convocation, il viendra payer là-bas au trésor. Il dit que non, il va prendre ça chez nous. J'ai dit bon, pourquoi c'est vous? Donc il y a un qui m'appelle à côté, oh non, bon, comment vous êtes Gabonais, vous allez faire des trucs comme ça, et que les étrangers là, dont on est en train de leur recadrer, leur parler, bon, tout ça. Bon, je me suis dit, j'ai laissé l'affaire là. Je ne sais pas comment ils ont fini ça. Ils n'ont qu'à laisser la convocation. Et le gars en question va aller donner l'argent au trésor. C'est comme ça, c'est très simple. Ils n'ont pas le droit de fermer, de tout ça. Ils doivent convoquer la personne et la personne, s'il ne vient pas répondre à la convocation, là, ils peuvent revenir après pour fermer la boutique. Mais vous ne laissez pas la convocation pour partir fermer leur boutique, les harceler. C'est pourquoi? C'est pour qu'ils donnent l'argent sur place. Donc c'est un peu ça. À demain, monsieur. À demain. Voilà, on va peut-être prendre un dernier auditeur. Allô? 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 Allô, monsieur Patrick? Oui. Excusez-moi, c'est encore moi qui reviens. Je voulais clarifier quelque chose, en même temps retirer une de mes paroles, parce que j'ai remarqué que ça n'a pas plu à plusieurs auditeurs, le fait que je traite les Gabonais de paresseux. J'aimerais rectifier ceci, je retire déjà le terme paresseux, et ce n'est pas les Gabonais en général que je traitais de paresseux, c'est bien un nombre d'entre les Gabonais qui malheureusement pour moi constitue la majorité des Gabonais, hein. Mais c'est pas tout le monde. Et s'agissant du monsieur qui est intervenu en première position pour me reprocher ce fait-là, qui disait qu'il est de Makoko, qui veut s'investir dans l'agriculture, je vous concède que c'est difficile, c'est pas facile vu la réalité des éléphants et tout. Moi-même, j'ai des parents à Makoko et voilà, je suis précisément à l'Armintan, donc je sais de quoi vous parlez, ce sont des réalités. Après, ce n'est pas une raison pour faire preuve de pessimisme et dire qu'on va laisser tomber ou attendre forcément que l'État nous apporte une aide dans ce sens-là. La meilleure façon d'entreprendre, c'est toujours de compter sur soi-même et de ne compter que sur soi-même. Et la dame qui a appelé depuis la décharge de Mindoubé tout à l'heure, madame, vous avez raison, c'est bien ce que vous dites. Et je concède que c'est aussi un effort, hein, le fait d'apprendre, d'étudier l'intellectualisme, c'est quelque chose de très bien. Après, vu les réalités de notre pays, ce n'est pas forcément ça qui nourrit, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas de diplôme, qui ne travaille pas, qui vient au Gabon, qui ne sait même pas s'exprimer et qui fait un bilan 7 ans après, il pousse les boîtes à Mambouette, il a déjà un immeuble qu'il construit dans son pays ou ici chez nous. Vous verrez que la finalité, pour celui qui étudie, qui fait de longues études et celui qui n'étudie pas, la finalité, c'est de pouvoir se nourrir, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de ses proches, etc. Et aussi contribuer au développement de notre pays. Pourquoi justement? Parce qu'il ne suffit pas d'être intellectuel, de rester à de ne pas travailler puisque le gouvernement ne met pas les mesures qui vont avec pour pouvoir nous aider, nous les étudiants, lorsqu'on a fini d'étudier, d'avoir du boulot facilement, etc. Ce n'est pas facile. Donc je concède tout ce que vous avez dit. En même temps, je retire ce que j'ai dit, d'avoir traité les Gabonais de paresseux. Non, je précise pas les Gabonais en général parce que je connais bon nombre de Gabonais qui se débrouillent, qui font taxi, qui travaillent au marché, qui tiennent des petites épiceries dans les quartiers. Bon, en même temps aussi, en réalité, qui ne font pas face aux mêmes problèmes que les boutiquiers étrangers, hein.
Parce que lorsque certains hommes de la mairie, j'en ai un dans mon quartier, lui il est gabonais, et l'étranger en face, lorsqu'il vient, il s'arrête chez l'étranger, il n'arrive pas chez le Gabonais. Quand il arrive, voilà, c'est mon frère et tout. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là et je retire ce que j'ai dit, encore désolé. D'accord. Voilà, c'est donc avec cet auditeur, bien sûr, qu'on va se dire au revoir. Juste qu'il a soulevé le problème du conflit homme-faune, notamment avec les interventions des éléphants dans les plantations des villageois. Je pense à ceux de Penyundu, c'est sur la route de Tchibanga, où nous étions il y a quelques mois déjà, et qui nous soulevait aussi le même problème. Merci beaucoup à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à Sergio qui est à la technique. On se retrouve demain à partir de 11h00. Merci encore pour la tribune des auditeurs, le mur de lamentation qui se referme.